Et donc, des fois, c'est des heures sur place à attendre et à garder un corps qui gît comme ça avec plein de gens autour qui attendent que de découper ses oreilles et autres. Bienvenue dans Speak Up, le podcast qui va vous montrer des vies formidables, des parcours, des combats de gens proches de chez vous. Avant de commencer, j'aimerais remercier HB Façadier qui vous offre cette émission. HB Façadier sont spécialisés dans tout ce qui est façade, pierre de parement. Ils sont également spécialisés dans le piset et dans le mâche-fer. N'hésitez pas, ils sont très réputés sur la région. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir le lien qui est en description. Il y a toutes les infos et toutes les coordonnées pour pouvoir les joindre. Mais aujourd'hui, on parle avec Romain de Sniper à Designer. Bonjour Romain. Bonjour Flavien. Alors, tu as commencé l'armée à 16 ans. 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans 17 ans et demi, exactement. 17 ans et demi. Qu'est-ce qui fait Avant, on peut pas. qu'à 17 ans et demi, on part à l'armée? T'avais vu un reportage? T'avais de la famille? Pas du tout. Je suis le premier, en tout cas, à être rentré dans l'armée, à part mes grands-parents et parents qui ont pu faire le service militaire, mais en armée régulière, j'étais le premier. En fait, si tu veux, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, un petit peu l'armée. À 16 ans, j'arrive en terminale, j'arrive à la fin de la terminale à 17 ans, et je me dis qu'est-ce que je vais faire après ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'avais pas forcément d'objectif de vie. Mes collègues savaient qu'ils allaient partir en fac de droit, fac de médecine, se lancer dans l'activité directement. Il me manquait quelque chose, si tu veux. Je me suis dit, je vais me lancer dans un métier, puis je vais rentrer dans un moule finalement. Et c'est un moule qui va pas me correspondre. Et moi, j'avais en fait cette appétence pour l'aventure. Si tu veux, quand j'étais gosse, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi, je veux être Indiana Jones. Ouais. Je veux partir à l'aventure, je veux voyager, voilà, c'était vivre quelque chose que le commun des mortels ne vit pas. Si tu veux, en gros, c'était un petit peu ça. Et à 16 ans, le chemin de l'armée commence à arriver. Puis arrive en terminale et le bac en poche. Je me dis qu'est-ce que je vais faire à la fin de la terminale. On doit faire des vœux, on va dire, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on part à la fac, est-ce qu'on part en études supérieures dans telle école. Et moi, en fait, sur le papier des vœux, j'ai marqué ENSO. Tu as pas marqué Indiana Jones? J'ai pas marqué Indiana Jones, ça va pas marcher. j'ai pas trouvé, j'ai regardé les films, mais j'ai pas trouvé la formation. Et en gros, ENSO, c'est l'École nationale des sous-officiers de l'armée de terre. Okay. Mais j'ai pas fait cette école-là. Mais c'est ce que j'ai marqué, en tout cas, sur le papier, parce que j'avais envie de me confronter à ça. Et avant ça, pour préparer ce cursus de l'armée, j'ai passé des formations. Donc je dirais que c'est des, on rentre dans une bulle, on a l'armée met à disposition des stages. C'est des stages qui permettent de toucher du doigt le monde militaire. Donc c'est pour des jeunes je crois que ça commence à 16 ans jusqu'à 18-19 ans. Et en gros, c'est un peu comme les jeunes sapeurs-pompiers, des choses comme ça. Alors ça va encore plus jeune, voilà. Les jeunes sapeurs-pompiers. Mais en fait, ça permet de voir le métier, peut-être avant de... C'est ça. Alors, sapeurs-pompiers, tu peux le commencer très très tôt, très très jeune. Je crois que c'est aux alentours à l'adolescence, tu peux commencer ça. Et c'est un cursus qui est assez long. L'armée, en gros, c'est des stages. C'est des stages d'immersion qui vont durer entre 1 et 2 semaines. Alors j'ai fait une préparation militaire parachutiste et une préparation militaire standard. Et en gros, tu touches du doigt l'armée, donc t'es en treillis, et c'est là où je me suis dit, en fait oui, c'est ça que je veux faire. C'est là que ça t'a piqué. C'est là que j'ai été piqué, et de nature, je suis pas quelqu'un qui est agressif ou qui aime le combat, mais je me suis dit, c'est ça, c'est ce métier que je veux faire, un métier qui est un petit peu inconnu, un métier qui est un petit peu, quand on en parle, les gens savent pas trop ce que c'est. C'est pas pour avoir cette carte en main et dire, voilà, je fais un métier que toi tu ne fais pas, mais c'était plus, ça m'attire. C'est quelque chose que je connais pas et que je veux découvrir. Tu n'es pas obligé d'être agressif, d'aimer la bagarre pour aller à l'armée, en fait. Non, pas du tout. Alors, il y en a qui aiment bien ça, qui aiment bien les sports de combat, qui aiment bien, mais moi, j'avais pas ce profil, et la plupart des militaires, c'est pas des agressifs dans l'âme, des belligérants. Le but, c'est les gens qui rentrent dans l'armée, on va en parler certainement, mais tu rentres parce que tu as des valeurs, parce que tu t'engages souvent, parce que tu as des convictions, et derrière, on va dire, le cursus se poursuit. Mais moi, je suis pas rentré pour ça. Ouais. C'est marrant parce qu'on parlait un petit peu en off avant, et tu me disais, en fait, à la base, la Légion t'attirait, et ton père t'a dit non. C'est ça. Pourquoi non? C'est ça. Pareil, à 16 ans et demi, je vois mon père, je me revois encore, je suis dans la voiture, je dis, papa, du coup, j'aimerais faire légionnaire. Et ça a été un non catégorique. Alors moi, j'écoute bien mon papa. Mais c'était pas un nom pour l'armée, c'était un nom pour la Légion. Ouais, c'était un nom pour la Légion. En gros, la Légion, on a cette vision de la Légion qui est très difficile, qui est très dure, et c'est un peu les troupes de choc qui arrivent en premier, etc. Ça tend à évoluer, parce que du coup maintenant l'armée régulière a aussi des missions de choc et arrive en premier sur certains territoires et théâtre d'opération. Mais du coup ça a été non. Donc du coup j'ai dit
pourquoi pas se rabattre sur l'armée régulière. Ça a été très mal vécu par mes parents. Si je devais faire une petite parenthèse, ma mère était pas du tout pour que je m'engage dans l'armée. Enfin, on peut comprendre une maman qui voit son enfant. Puis bon, l'armée, comme tu dis, on la connaît pas. On voit souvent plus les drames que les belles choses. C'est ça. Et t'as quand même pris la décision. Et finalement, alors j'ai des parents et je les remercie, qui m'ont toujours suivi dans ce que je voulais faire qui m'ont dit si tu veux essayer, vas-y. Et puis on en reparlera. Mais essaye. Donc les stages, en fait, c'est la bonne façon d'essayer. C'est-à-dire que voilà, t'as pu voir, mais le problème c'est que ça t'a piqué et du coup t'es allé plus loin. C'est ça, je suis allé plus loin. Du coup, je me suis engagé comme militaire du rang. J'ai parlé de l'ENSEA au début. L'ENSEA, c'est une école il faut avoir forcément le baccalauréat pour devenir sous-officier. Et donc j'avais le baccalauréat et finalement ce petit chemin a évolué dans ma tête et je me suis dit, alors en faisant des rendez-vous au CIRAT, alors ça s'appelle plus c'est le CIRAT maintenant, mais à l'époque c'est les centres de recrutement qui étaient un petit peu dans les grandes villes. Je suis allé voir Montpellier parce que étant du sud à la base et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit si tu veux faire quelque chose de spécialiste, il faudrait que tu rentres militaire du rang. Donc militaire du rang, donc c'est le plus bas de l'échelle. Si tu veux, dans l'armée, il y a 3 familles, il y a les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers. Mais du coup, ce major, c'est un major qui m'a dit si tu veux être spécialiste, tu veux vraiment avoir un métier, un vrai métier, rentre militaire du rang, apprends le métier et tu pourras par la suite devenir sous-officier et par la suite officier si tu le souhaites. Et donc du coup, je l'ai écouté. L'avantage de rentrer militaire du rang, c'est que tu choisis ton régiment. Ouais. Le NSOA, non. Le NSOA, tu rentres dans l'école. Tu vas là où il y a de la place. C'est comme médecine, si tu veux. Par rapport à ton classement. Il y a un classement et tu vas choisir. Et après, il y a des armes, on va dire. Donc à l'armée, il y a des armes, l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, etc. Et selon ton classement, tu peux choisir les régiments et les armes. Militaire du rang, non. Militaire du rang, il y a des postes qui sont ouverts dans les régiments. Selon ton ambition et ton appétence à telle ou telle arme, tu peux sélectionner tel ou tel régiment. Voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça. Alors c'est marrant, le titre de l'émission c'est de sniper à designer. Il y a une petite faute quand même. Ça. Il y a aussi le marketing, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas de sniper dans l'armée puisque c'est américain, le sniper. En France, ce serait plus un tireur d'élite. Tireur d'élite, ça s'apparente au sniper, effectivement. Et toi, tu étais en tireur de précision. C'est quoi la différence en fait ? Moi, j'ai une formation effectivement de tireur de précision. Le tireur de précision, c'est un tireur qui a une arme différente. Donc, il est en double dotation. Il a aussi la même arme que ses collègues, mais il est intégré à un groupe de combat. C'est-à-dire que le sniper, le tireur d'élite, ils vont être par groupe de 3 à 5, 6, avec des tireurs, des spotters, etc. Ils font beaucoup de renseignements. Ils sont souvent dans des zones un petit peu, on va dire, perdues. C'est ce qu'on voit dans les films américains, c'est des snipers. Qui sont tu regardes les snipers, alors c'est des armes qui sont très très longue distance, donc très très gros calibre, etc., qui peuvent tirer à plusieurs centaines de mètres, mais donc ça dépasse les 1500 mètres, etc. Tireur de précision, c'est plus du tir jusqu'à 800, 900 mètres, et t'es incorporé à un groupe de combat, donc t'es avec des fantassins qui vont faire de la mission de reconnaissance, de renseignement humain, ouvrir des portes dans des villages, etc. Et donc là, on va dire que tu as 3 rôles. Je dirais que tu as un rôle d'appui, c'est-à-dire qu'on peut être positionné à un endroit pour observer ce qui va se passer et accompagner, on va dire, et protéger le groupe, faire un peu de renseignement et d'observation, c'est-à-dire être posté à un endroit et regarder ce qui se passe et donner de l'information à son groupe et à son commandement. Et encore une fois, après, c'est le simple rôle de soldat où tu viens avec ta seconde arme, on va dire, une arme, on va dire plus traditionnelle. Alors moi, j'ai pas connu les nouvelles armes qui sont en place, mais moi, c'était plus FAMAS et FRF2. Ouais. Et donc, du coup, on est en double dotation et selon la mission, voilà. Et c'est pas comme dans les films où on voit les gens qui tirent à tout va. Des missions où tu ne tires pas. Il y a beaucoup de missions où tu tires pas, et j'ai plus tiré au FAMAS qu'au FRF2. Voilà, pour la petite histoire. Quand tu es tireur de précision, mais il y a un moment où tu es vraiment écarté de ton unité en fait pour justement surveiller. Et est-ce que tu passes des heures des fois à surveiller pour rien ? Ça peut arriver, ça ? Oui, ça peut arriver effectivement. Où tu t'es désigné en tout cas pour faire de l'observation parce que à tel endroit il se passe quelque chose et tu vas observer, mais t'es jamais seul. Ceux qui vont être seuls, c'est plutôt les tireurs d'élite. Il y a quand même quelqu'un avec toi. Voilà, il y a toujours quelqu'un avec moi parce que moi je suis toujours intégré à on va dire un groupe de combat. Donc voilà, ça c'est plus le rôle du tireur d'élite qui lui va avoir une grosse force de frappe pour intervenir sur des missions, on va dire très très stratégiques, parce que la mission est faite pour le tireur d'élite, qui savent qu'ils doivent éliminer tel groupuscule ou il y a une colonne de véhicules qui va arriver et du coup on va mettre en place des tireurs d'élite qui eux vont
avec une balle détruire un moteur. Moi, j'étais pas équipé pour détruire un moteur. Moi, c'était plus pour faire de l'appui feu et du renseignement, de l'observation. Voilà, dire ça bouge un petit peu. Les gens qui sont équipés du FAMAS, ils ont une petite lunette. C'est pas forcément une lunette grossissante, c'est plus, on va dire, une aide au tir. Moi, avec le FRF2, quand tu tires à 800, 900 mètres, t'as une visée qui est un petit peu plus nette et un peu plus lointaine. Donc, tu peux faire du renseignement. Quand je dis renseignement, c'est pas du renseignement, on n'est pas agent secret, hein. Non. Ça n'a rien à voir, c'est du renseignement sur la mission, par exemple. Sur des maisons, des lieux. Voilà, typiquement, si on reparle de cette mission en Centrafrique, dans le nord du pays, on était sur un village où il y avait un pont qui était gardé par on va dire un certain groupuscule, et puis en face il y avait l'autre groupuscule, et pendant des heures on a regardé qu'est-ce qui se passait avant d'intervenir. Ils savaient que les deux on était sur place, mais on a fait de l'observation pour voir l'agressivité, calculer un petit peu l'armement et l'équipement qu'il peut y avoir, parce que ça peut être vraiment disparate entre tel ou tel groupuscule, et même tel ou tel groupuscule dans la même on va dire formation. Donc c'est surtout ça. Voilà. Tout le monde peut rentrer à l'armée, ou est-ce que c'est quand même dur d'y rentrer? Alors, je dirais que tout le monde peut rentrer à l'armée. Effectivement, tout le monde peut prétendre à rentrer à l'armée. Après, l'armée n'est pas fait pour tout le monde, si tu veux. Moi, quand je suis rentré à l'armée, quand on a commencé nos classes, on était une cinquantaine. On a terminé, on devait être une quinzaine, si tu veux. Non pas parce que l'armée les a rejetés. Il y en a eu qui collaient pas, et l'armée leur a dit merci, mais ça va pas le faire. Mais il y en a d'autres qui se sont découverts et qui se sont dit finalement non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc mais tout le monde peut le faire. Après, il y a des règles de taille, il y a le côté santé. Il y a un côté santé qui est important. Il y a aussi le côté mentalité et comportement. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser en fait que tu as des gens qui sont peut-être dans un comportement très violent à l'extérieur et qui passeraient pas à l'armée, par exemple. Oui, parce qu'ils sont pas tenables. Alors ces gens, pour avoir fait un petit peu d'instruction, et on en parlera par la suite, c'est pas les profils qu'on va rechercher à l'armée. La personne qui est agressive et qui rentre dans l'armée juste pour avoir une arme et tirer, c'est pas le profil qu'on va chercher. On va chercher quelqu'un justement qui est là pour l'aventure entre guillemets, et qui vient pour des valeurs de défense, pour servir son pays, etc. C'est plus ça les valeurs qu'on va venir rechercher. La personne qui dit je joue à la Call of Duty et je veux faire ça, mais non, dans la vraie vie, ça va pas marcher. Ça peut le faire, mais c'est pas le profil qui va coller. C'est marrant, tu parles des valeurs. On est dans un pays où on a quand même une sensation de perte de valeur. Ouais. Et à côté, l'armée en apporte énormément. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui justement recherchent des valeurs et partent dans l'armée parce qu'ils trouvent que le système ne leur apporte plus ces valeurs? Ouais, je pense que il y a des profils comme cela. Ouais. Moi, j'en faisais partie. Je pense que à l'époque, quand t'es jeune, je pense que tu t'as pas encore toutes les connaissances de ces valeurs, et t'es en manque de repères. Un jeune à 17 ans, 18 ans, c'est quelqu'un qui est pas encore à 100% de ses capacités, je dirais. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé à l'armée parce que j'avais besoin de me raccrocher à des valeurs. J'ai toujours été, je dirais très patriote entre guillemets. J'aime l'amour de mon pays, et le but de l'armée, c'était aussi rendre ce que le pays m'a donné, si tu veux. Et c'est marrant ce côté patriotisme. Quand tu dis ça aujourd'hui, quand tu dis que t'es patriote, tout de suite t'as une étiquette de raciste. Ouais. Aujourd'hui, c'est triste. Et en fin de compte, l'armée, c'est pas du tout ça. Ah non, l'armée, c'est des valeurs, c'est des couleurs, c'est une famille, c'est une famille. Et quand on parle de pays, on parle pas d'un gouvernement, on parle des gens qui vivent dans le pays, on parle des familles, on parle de la liberté. C'est ça, ouais, c'est liberté, égalité, fraternité. Enfin, c'est exactement ça. L'armée, c'est une grande famille qui rassemble des gens un peu comme on a pu connaître. Moi, j'ai pas connu, mais les gens qui ont fait le service militaire. Tous ceux qui ont fait le service militaire, ils vont te dire, en fait, c'est de la mixité sociale. J'ai rencontré des Parisiens, j'ai rencontré des gens des cités, j'ai rencontré des gens qui viennent de Corse. À l'époque, c'était même des patois, des gens, ils savaient pas nager, ils ont appris. Moi, j'ai des oncles qui m'ont dit, j'ai appris à nager à l'armée, si tu veux. J'ai appris. Le permis aussi, on parle souvent des. Voilà, permis. on parle du permis, etc. L'armée, en tout cas, le service militaire à l'époque, c'était vraiment un lieu de mixité sociale qui s'est perdu, et c'est dommage. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui parce que l'armée ne fait plus son rôle de mixité sociale. Chacun vit un peu dans sa caste, si tu veux, et reste dans sa communauté, et a peur de l'autre parce qu'il ne le connaît pas forcément, si tu veux. Et on va avoir des préjugés, alors que la personne qui vient du 9-3 et celui qui vient du sud de la France ou de l'Est, etc., on a ces préjugés. Et finalement, quand on travaille ensemble, qu'on est dans la merde ensemble, c'est surtout ça l'armée, en fait. Quand tu rentres à l'armée, on te met la tête dans le caca, et derrière, tu t'aperçois que le gars qui est du 9-3 et que tu disais, putain, c'est un mec de... Moi, je suis pas de la cité, mais t'as cet a priori, tu peux avoir c'est les a priori du système. C'est les a priori du système. Et en fait, c'est le type qui va te tendre la main, qui va te dire, allez, viens, on y va, on avance, etc. C'est ce qu'on appelle dans certaines
corps, le frère d'armes. Oui, c'est ça. On n'a plus de couleur de religion ou autre, on est un frère d'armes. C'est ça. Alors il y a plus ce genre de choses. Enfin, en tout cas, quand t'es en mission et même quand t'es en formation, tout ça c'est mis de côté. Et on est tous, on fait corps finalement et on avance pour la réussite de la mission. Voilà. Et c'est là que rentre dans l'importance les uniformes, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de classe par rapport à des habits de telle marque ou autre. En fait, on est tous pareils, tous dans la même identité. C'est ça. En fait, l'armée, c'est des codes, hein, c'est du cérémonial, des codes. Tout pour rassembler, on va dire, faire unité, faire corps, faire un. C'est ça, que ce soit le béret, l'insigne, les médailles, le treillis, tout ça c'est pour, en fait, finalement, rentrer dans un moule. On parle de ça à l'armée, on dit il faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu rentres dans le moule. Pour moi, c'est pas ça, c'est vraiment faire qu'un pour la réussite de la mission, encore une fois. Et oui, c'est ça, parce qu'on pense souvent que l'armée formate. C'est-à-dire que l'armée, pour certains, c'est lavage de cerveau. Ouais. Marche ou crève, suit les ordres, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'armée, il y a ce délire de valeur au mérite. C'est-à-dire que. Oui. Alors l'armée permet effectivement tu peux démarrer tout en bas. Moi j'ai été commandé par des chefs de corps, j'ai côtoyé des généraux, etc. qui ont démarré tout en bas. Pour les certains généraux, ils ont démarré sergent. Donc sergent, c'est le plus petit grade de la caste intermédiaire, donc des sous-officiers. Et au fil des années, il est devenu officier, et puis général, un des plus hauts grades de l'armée française. Et puis j'ai des gens qui étaient chefs de corps. Donc chef de corps, c'est le chef du régiment, qui ont commencé tout en bas, donc soldats, et qui au fil du temps sont devenus officiers et dirigent 800 bonhommes, 900 bonhommes en mission. Qu'est-ce que tu voudrais dire un peu à ces jeunes ou ces gens qui sont sur des partis extrêmes et qui en fait s'approprient le treillis militaire comme de l'extrême droite, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, un treillis militaire, ça reste l'armée française, ça reste l'armée d'un autre pays. Bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'identification en fait de l'armée? Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait que les crânes rasés, le côté skinhead un petit peu de l'armée, parce que on est deux jolis. Alors skinhead, attention, skinhead sans les idées, juste le fait que c'est un code de travail en fait, tout simplement. C'est ça, mais c'est plus pour des questions d'hygiène et questions d'uniformité, encore une fois, la tête rasée. Alors quoique ça c'est dans l'armée de terre, hein, beaucoup. Si tu vas dans l'armée de l'air ou dans la marine, les gens n'ont pas forcément le crâne rasé. C'est vraiment un truc, je dirais pour le coup, armée de terre, vraiment armée de terre. Il faut que le béret y tienne, donc il faut avoir les cheveux courts. mais du coup, si tu veux, le treillis, comme le drapeau français, finalement, il a été réquisitionné par certains groupes, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, si on parle de politique rapidement, parce qu'il y a aussi des gens qui sont à l'extrême gauche et qui vont mettre des treillis. On les voit souvent dans la rue, ils ont des treillis, des rangers, etc. Pourquoi ça, j'aurais pas la réponse. Tu trouves que ça entache un petit peu l'histoire du treillis, justement, parce qu'il y a alors des gens qui... moi je mets en tout cas, là c'est un peu plus personnel, hein, c'est vrai que c'est un peu plus... Si on parle du côté perso, moi ça me dérange. C'est le treillis, c'est le militaire. Voilà, celui qui porte un treillis, pour moi, si tu portes un treillis, c'est que tu le mérites. Si tu veux. À l'armée, encore une fois, il y a beaucoup de codes et beaucoup de rites de passage. Si tu veux, il y a le képi, par exemple. Quand tu mets un képi, le képi, quand tu rentres à l'armée, tu l'as pas. T'as pas le droit de le porter. Il faut que tu passes certaines étapes, des marches, des stages, etc. C'est des rites de passage. C'est toujours au mérite. C'est toujours à la valeur. Toujours au mérite, à la valeur, la mise en avant de la personne. Et c'est aussi l'effacement de la personne. C'est-à-dire que à l'armée, un bon chef, c'est quelqu'un qui va savoir s'effacer et mettre en avant ses équipes. Ce qu'on retrouve moins dans le civil. Ce qui m'a dérangé moi quand j'ai fait la bascule. Mais c'est ça, la fourragère. Donc la fourragère, c'est quelque chose qu'on vient mettre sur l'épaule et qui est de différentes couleurs selon le régiment, selon on va dire les faits d'armes des régiments. Donc il y en a qui ont une fourragère, deux fourragères, qui ont des citations, etc. C'est pareil, tu l'acquiers au mérite. Alors tout le monde au final va l'avoir parce que tous les militaires qui sont... Il y a des rites de passage, tu l'as pas comme ça. Tu peux pas rentrer et avoir le képi parce que tu es fils d'eux ou machin, etc. C'est ça, c'est vraiment une histoire. L'armée, c'est une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Alors j'aime pas le paraître. Il y a l'être et le paraître. Le paraître, les gens qui se mettent en avant, etc. Je n'aime pas, mais l'armée, l'avantage du paraître, c'est que quelqu'un qui est en tenue de cérémonie, on connaît son histoire, on voit ses médailles, on sait ce qu'il a pu faire. Et il y a un certain respect qui s'installe. Un vieux caporal-chef qui arrive, qui a 20 ans de service et qui a un placard grand comme ça. Et quand toi t'arrives à l'armée, tu dis bon, cette personne elle a fait des choses, elle a vécu des choses, elle a une expérience, et je vais lui demander de me transmettre son expérience. Il y a vraiment. Et tu disais c'est marrant parce qu'aux médailles tu sais où est-ce qu'il a été. En fait selon les médailles que tu sois allé en Afrique, au Moyen-Orient, etc. T'as différentes médailles. T'as des médailles que tu peux acquérir sur plusieurs territoires. Et après il y a des petites plaquettes qu'on va rajouter sur les médailles. Mais t'as des médailles type l'Afghanistan, il y a des médailles que pour l'Afghanistan, les médailles que pour le Kosovo, des médailles, etc. Et donc du coup ça tu sais
rapidement. Alors il y a des dizaines et des dizaines de médailles, mais tu cibles. Typiquement la médaille du blessé, donc c'est une médaille avec une étoile rouge. La personne qui l'a, tu sais, elle a été blessée. Pourquoi? Donc, ça incite à la curiosité, au respect et de dire voilà, les gens qui ont des palmes, par exemple, donc des palmes dorées sur les médailles, s'ils ont fait il y a eu des faits d'armes, certaines étoiles qui ont été rajoutées sur les médailles. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas dans le civil, et souvent dans le civil, la personne a la jolie voiture, on dit bon, elle a réussi dans la vie. Et finalement, elle a fait un gros crédit. Elle a juste fait un gros crédit, si tu veux. Alors qu'à l'armée, tu peux pas tricher, si tu veux, c'est marqué sur toi. C'est marqué sur toi, quoi. On va parler un petit peu du drapeau. Le drapeau, il y a le lever de drapeau à l'armée. Très souvent, c'est des couleurs qu'on respecte parce qu'il y a une histoire derrière ce drapeau. Derrière tout drapeau du monde, il y a une histoire. Aujourd'hui, en France, on le piétine. Sauf pour la Coupe du Monde. Ouais, pour un militaire. Ouais, c'est pas bien. C'est dur. Ah ouais, parce qu'en fait, je pense qu'on a trop d'amalgame en pensant que en fait, le drapeau français, c'est un peuple, c'est une nation, c'est des gens qui y vivent, c'est des gens qui travaillent, c'est une armée. Ce n'est pas que le gouvernement, en fait. Et je pense qu'on oublie ça. Je pense que la France n'est pas que le gouvernement. Je pense que l'armée a une partie de gouvernement, mais je pense pas que l'armée ne se bat que pour son gouvernement. Non, l'armée, elle défend un pays avant tout. Le gouvernement, en fait, si tu veux, le pays, c'est quelque chose d'ancestral. Ça a des millénaires. Hein. La France, elle est là. Alors, avant, elle s'appelait pas la France, mais je veux dire, la France était là. Et puis, il y a un peuple qui est arrivé. Et puis, d'autres peuples, etc. Des belles histoires, des erreurs. La France, c'est ça, et comme tous les pays, hein, c'est de la mixité, etc. Et l'armée, elle est là pour défendre un pays, pas un gouvernement, parce que le gouvernement, dans 5 ans, il sera plus là. Et si tu veux, il y a une rotation, mais le pays, lui, il sera toujours là, si tu veux. Donc, l'armée, elle est là pour défendre le pays. Elle sert un gouvernement parce que le chef des armées, ça reste le président. Et donc avec une idée, que ce soit un président de droite ou de gauche, forcément on fait pas la même chose à l'armée. Mais derrière, on sert un pays, on sert un drapeau, on sert des valeurs. Chaque militaire à l'armée, t'as pas forcément le droit de parler de politique. Typiquement, t'as des principes, si tu veux, on va dire, où t'as pas forcément le droit de parler de politique, où tu dois être apolitique. Tu sers un pays, voilà, avant tout. C'est marrant le fait de dire que si c'est un gouvernement de gauche ou de droite, les missions sont pas les mêmes. C'est les missions qui sont pas les mêmes ou c'est la façon Les missions sont pas les mêmes parce que souvent, je dirais que quelqu'un qui arrive au pouvoir, en tout cas des politiques qui arriveraient au pouvoir et qui seraient très, si on parle de la guerre en Ukraine rapidement, on aurait quelqu'un qui est très belligérant, qui veut aller au contact. Forcément, par ses actions, l'armée va intervenir de manière plus forte. Quelqu'un qui est forcément plus diplomate, etc. Forcément, il y a des théâtres d'opération qui vont être moins ouverts ou qui vont être fermés. Etc. Voilà, si on prend le typique, tout le monde connaît le principe de l'Afghanistan où on s'est retiré, ou le Mali ou autre où on se retire peu à peu. C'est politique, c'est diplomatique, c'est politique, c'est ça. Alors justement, donc tu fais un peu tes classes, tu fais tes armes. Première fois que tu pars en mission, qu'est-ce qui se passe en toi? Comment tu le vis ça? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu as un choc des cultures quand tu arrives sur place? Est-ce que on vous prépare à ça? On vous prépare au fait qu'il y a l'Occident? Et puis il y a d'autres cultures dans le monde qui sont pas les mêmes. Alors le premier départ, j'ai vécu tous mes départs très bien. Le premier départ, en revanche, stressant, forcément, c'est la première fois. C'est comme quand tu fais la première fois un grand 8, tu vois, tu clac. C'est quand tu descends. Et tu t'es tout en haut, et là, tu sais que tu pars en mission, en fait. Et puis t'es bloqué. T'es obligé. Tu peux pas partir du tarmac et dire non mais c'est bon. C'est ça. Donc t'es préparé, forcément l'armée, comme les pompiers, comme la police, il y a une préparation, et le jour où il faut partir au feu, donc pour le pompier, c'est le moment. Ouais, mais il y a la théorie et la pratique, c'est toujours pareil. La théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le fait de préparer, mais il y a le fait aussi quand tu rentres dans l'avion, quand tu pars en mission pour X ou Y raison, t'y es. C'est ça. Et donc du coup, effectivement, passer cette phase de stress, je dirais, ou en tout cas, c'est pas du stress, c'est vraiment de l'excitation. Excitation. L'excitation en disant, ça y est, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en pratique, on va dire, en métropole, au régiment, au pas de tir, etc. Ça y est. On va potentiellement, parce que l'armée c'est pas. Ah oui, c'est pas que du feu. On n'est pas là que pour faire la guerre entre guillemets. C'est aussi du maintien de la paix, de l'observation, du renseignement. De l'aide à la population aussi. Voilà, de l'aide à la population, etc. Et du coup, c'est cette excitation, mettre en pratique ce qu'on a appris. Et est-ce que ça va ressembler à ce qu'on a appris ou pas du tout? Et pour revenir sur la question de la culture, effectivement, avant chaque départ, tu as toujours, on va dire, une mise en place de la situation sur place. C'est souvent fait par des officiers, forcément, qui eux ont une vision beaucoup plus globale. Étant militaire du rang, on a la vision, je dirais, semi-globale de la mission, parce qu'on peut pas, c'est normal. Chaque grade, on va dire, dans l'armée a accès à plus ou moins d'informations. La personne qui est tout en haut, forcément, a une vision très globale.
on va dire à 360 de la mission, et après c'est descendant, et c'est filtré forcément pour le bien de la mission, parce que c'est marrant, c'est un système pyramidal, mais à l'inverse. C'est ça. La personne du haut a plus de vues, et plus tu arrives en bas, moins tu sais, plus tu dois exécuter. C'est ça. Et puis après la vue remonte, c'est-à-dire que parce que effectivement on va dire la partie commandement a une vision très générale du conflit et de la mission, et puis pendant la mission c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous on est les yeux, les oreilles, etc. et on fait remonter, et puis la mission évolue au fur et à mesure de ces remontées des différents corps, etc. Parce que c'est une mission interarmes, souvent c'est de la mission de plus en plus interarmée, c'est-à-dire qu'on croit que l'armée française, il y a l'armée de terre, et on part en mission en Afrique, au Mali, en Centrafrique, en Afghanistan, mais il n'y a pas que l'armée de l'air. L'armée de terre. Ouais, il y a aussi par exemple, moi j'ai été appuyé en Centrafrique par l'armée de l'air, donc des chasseurs qui viennent appuyer des zones parce que on est débordé, et du coup un coup de radio, ça remonte au poste de commandement qui renvoie à l'armée de l'air qui dit on envoie. Oui, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Mais il y a quand même une coalition entre tout le monde. Il y a une coalition que moi j'ai peu connue, c'est-à-dire en termes de relations, j'ai jamais contacté t'as pas un frère personnel. Salut, balance la sauce. Non, c'est en gros ça remonte, mais en gros c'est vraiment un conflit interarmé. Et derrière, au service de la mission, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est que l'armée t'apprend beaucoup de langues, mais ils t'apprennent pas vraiment comme nous on peut l'apprendre dans le civil ou dans les écoles. Ils t'apprennent vraiment les mots essentiels pour que tu puisses comprendre et parler. C'est ça. Alors en fait, pour revenir au tout début de ce qu'on se disait, quand je suis rentré dans ce centre de recrutement, j'étais trop jeune pour rentrer à l'armée, et le major me disait, va à la fac. Et potentiellement, si tu veux vraiment rentrer à l'armée, c'est ce que tu souhaites, mets à disposition ce temps que tu vas passer en faculté, enfin en tout cas à atteindre, à apprendre quelque chose qui pourra te servir à l'armée. Et donc du coup, je suis parti en fac de langue, LEA, à la fac de Montpellier, fac de lettres de Montpellier. Et du coup, je me suis spécialisé dans espagnol, arabe. Espagnol parce que historiquement, on va dire familial, du côté familial. L'espagnol, il y a une facilité, et puis l'arabe pour l'armée. Donc du coup, j'ai commencé à dérouler un DUG d'arabe, et donc je suis arrivé à l'armée effectivement avec un niveau d'arabe littéraire qui me permettait de converser de manière sommaire avec des gens. Et effectivement, à l'armée, pour revenir sur ta question, à l'armée, j'ai eu la chance d'apprendre un peu de russe, un peu de swahili, etc. Mais toujours effectivement avec des méthodes qu'on met pas forcément en place à l'école, ou à l'école, c'est t'apprends l'anglais, tu vas l'écrire. Tu apprends les verbes irréguliers, etc. Là, on cherche pas à écrire, là, on cherche pas à écrire, on cherche à communiquer, et effectivement, on va prendre des mots qui sont importants dans l'échange, et du coup on va pouvoir comprendre ce que nous dit l'autre, et nous converser en disant l'essentiel de manière très rapide. Voilà. Donc c'est des formations qui sont assez courtes et qui permettent d'acquérir, on va dire, un petit niveau. Alors on converse pas des heures avec les gens, mais ça permet de se faire comprendre. Et souvent, alors après sur les théâtres d'opération, selon les théâtres, tu as aussi des interprètes. Ouais. Qui sont là qui permettent d'appuyer. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre là, quand on est en opération, il ne faut pas qu'il y ait un malentendu ou autre. La première fois que tu pars, à chaque fois que tu pars, tes parents, ta maman notamment, comment elle vit ça? Est-ce que tu peux les joindre en mission, ou est-ce que non? Tu peux dire au revoir au début, et quand tu reviens. Oui, alors moi j'ai eu cette chance que j'ai toujours pu avoir un contact. Alors c'est pas un contact quotidien, mais c'est un contact. Je me suis mis à l'écriture, c'est bien. Oui. Donc par la poste, etc. Donc par la partie vaguemestre. Le vaguemestre, c'est la poste de l'armée finalement. Et donc du coup, tu peux échanger, tu peux recevoir des colis, etc. pour avoir un peu de réconfort. Et après, tu as la possibilité aussi des fois de pouvoir téléphoner. Mais encore une fois, pas de manière quotidienne, mais il arrive de garder un petit peu le contact pour échanger. Voilà. Puis c'est bon, je pense que c'est important. Après, tout dépend de l'émission. Si t'en as des missions, par exemple, tu peux partir. Moi, je suis parti dans la Corne de l'Afrique. C'est une mission, on va dire, de surveillance. On va dire, c'est un poste avancé de l'armée française, et on peut être déployé. Et justement, pendant cette mission-là, on a été déployé au Moyen-Orient. Mais vu que c'est une mission de surveillance, c'est un peu plus cool. On a un peu plus le temps. C'est de la formation. On garde un niveau opérationnel, mais c'est pas une opération pure et dure comme on peut connaître en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique, etc. Et quand on a été déployé sur cette mission au Moyen-Orient, là, c'était un peu silence radio pendant plusieurs semaines. Il n'y avait plus d'infos qui circulaient. Mais encore une fois, c'est pour le bien, c'est pour le bien de la mission, pour être concentré, pour être centré sur la mission, et qu'il n'y ait pas forcément de fuite d'informations en mission. Oui, ou de l'espionnage, parce qu'il y a l'espionnage, effectivement. Il faut savoir quoi, sur les théâtres d'opération, c'est là où il y a un gros rassemblement de renseignements.
on va dire, internationales. Hein, où, oui, que ce soit l'armée française, l'armée, c'est ça, les armées, le Moyen-Orient, les armées. Il peut y avoir des Américains, des Russes, des pays d'Asie qui sont sur place et qui font de l'écoute, etc. Ou même l'armée locale ou des groupuscules locaux qui viennent faire du renseignement sur nous. Et c'est ça qu'il faut limiter au maximum. On devient parano et méfiant. On peut devenir parano et méfiant. Je suis beaucoup devenu parano et méfiant à l'issue de ce stress post-traumatique. Avant ça, non. Avant ça, on a une certaine confiance, on va dire, dans ce qu'on est, dans ce qu'on représente. À l'issue de ce stress, je suis devenu un peu parano. Je me soigne. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de missions, il y a des missions comme tu disais ou d'observation, il y a des missions aussi de formation, parce que l'armée française forme beaucoup d'armées dans beaucoup de pays du monde pour qu'ils puissent se défendre aussi eux-mêmes, et puis il y a des missions beaucoup plus difficiles où il y a de l'action. Il y a des missions que tu as mal vécues? Toutes mes missions, je les ai plutôt bien vécues, sauf une, la dernière que j'ai pu réaliser, donc c'est en Centrafrique, en 2014-2015, une mission difficile sur place. Parce que manque de préparation, je dirais. Beaucoup. À l'issue de ce retour, il y a beaucoup de gens qui ont déclenché un stress post-traumatique parce que c'est une mission pour ceux qui l'ont vécu et c'est une mission assez difficile parce que à savoir que la Centrafrique c'est un conflit, on va dire une guerre civile sur place qui oppose deux. Qui est longue. Qui est assez longue, alors qui a un gros historique et qui est assez violente sur place. Moi qui suis parti en mission, c'est dans l'armée il y a les conflits de haute intensité comme on peut voir entre l'Ukraine et la Russie, donc c'est deux armées régulières qui s'affrontent. Moi j'avais jamais connu ça et l'armée française depuis la Seconde Guerre mondiale ne l'a pas connu. Nous on était plutôt sur des conflits asymétriques. Donc asymétrique c'est une armée régulière contre un groupuscule, quel qu'il soit, mais un groupuscule qui n'est pas une armée régulière. Oui, ça peut être des extrémistes, des talibans, des Al-Qaïda, des choses comme ça. Ou même des tribus, parce que l'Afrique marche beaucoup avec des tribus qui défendent leur territoire, mais qui sont plus des mercenaires ou des gens pas formés du tout en fait. C'est ça. Des rebelles, c'est ça, qui vont tirer, qui n'ont pas une formation militaire, ou des enfants soldats, etc. Et la Centrafrique, pour moi, sur place, je l'ai très bien vécu, mais au retour, ça a un petit peu brillé parce que c'est un conflit qui est assez sanglant, où il y a des groupuscules qui se battent encore à la machette. On n'en a pas forcément entendu beaucoup parler à la télé, mais ou dans les médias, mais c'est encore certaines peuplades qui sont un peu cannibales, donc qui vont découper des oreilles, qui vont se mettre des oreilles, qui vont manger certaines parties du corps. En guise de trophée pour le coup. Là, on n'est pas sur en guise de trophée, en guise de, je pense aussi un petit peu spirituel, prendre la force de l'autre, etc. Et moi qui dans cette mission était tireur de précision, donc incorporé à un groupe de combat où tu fais de l'observation, tu fais un peu de renseignement et de l'observation, tu vois des choses que t'es pas habitué, même si on te dit effectivement ce groupuscule a ses principes, etc. Bon, sur le papier, tu te dis bon, c'est bon. Et quand tu le vois vraiment, c'est compliqué. Et par exemple, il m'est arrivé de spotter pendant des heures, de surveiller quelque chose, donc des corps gisants où les gens viennent récupérer 2-3 trucs. Il y avait des missions comme ça. Et donc du coup, le cerveau, je pense qu'il travaille. Alors ça a été une mission un peu compliquée sur la totalité de la mission. On a eu un incendie sur place, on a eu des pertes humaines, des blessés. Il y a eu un père et un fils qui ont été projetés. Le fils est décédé. C'est des choses un petit peu compliquées à vivre. Et puis ce retour de mission qui a été aussi compliqué, quand on fait des missions un peu où il y a une ouverture du feu, où c'est assez intense. Il y a un sas de décompression qui au retour de mission. Au retour de mission, voilà. En fait, on passe quelques semaines, donc ça peut être entre 2 et 3 semaines. On fait un sas de décompression et ce sas de décompression, finalement, on décolle pour partir à ce stage et l'avion a une difficulté, on va dire technique. On atterrit au Tchad, qui est juste au-dessus de la Centrafrique. Et on nous dit qu'on va redécoller le lendemain parce qu'il y a des pièces qui arrivent, il y a un nouvel avion. Et puis finalement, on n'est jamais allé à ce stage. On est rentré directement en France parce que pour des raisons qu'on maîtrise pas à notre niveau. Et donc on est rentré directement en France. Moi, j'ai été projeté seul de mon contingent. J'étais le seul de mon régiment pour venir renforcer les équipes du 13e BCA, donc le bataillon de chasseurs alpins. Eux sont partis, on va dire, de manière groupée pour rentrer au régiment et ont eu leur, on va dire, un petit sas de décompression qui a été mis en place. Et moi, étant parti seul, mon régiment n'était pas forcément au fait de tout ce que j'avais pu vivre, etc. Il n'y a pas forcément eu de suivi. Bon, moi, je me suis dit, il n'y a pas de suivi. C'est comme ça. Et puis ça avance. Parce que c'était pas ma première mission. Et puis voilà. Et puis au fil du temps, effectivement, il y a ce stress post-traumatique qui est arrivé. Comme je disais, moi, j'ai commencé simple grenadier voltigeur. Donc, grenadier voltigeur, c'est le soldat de base. Puis après, j'ai été détecté pour devenir tireur de précision. Puis après, j'ai fait de l'instruction sur le tir de combat.
Et ce stress, il s'est déclenché pendant une instruction où beaucoup de violence, des gestes assez violents, et puis l'encadrement qui commence à dire, qui dit oula, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et comment il se déclenche le stress post-traumatique? Parce que je sais que c'est différent envers chacun. Il y a des personnes qui le vivent différemment. En fait, toi, tu l'as, tu le couves, t'as pas l'impression que tu l'as, et il y a un événement. Alors en tout cas pour moi ça s'est déclenché comme ça. Moi je connais plusieurs de mes collègues qui ont déclenché des stress post-traumatiques. Il y en a qui ont fait des pelades par exemple, qui ont perdu des cheveux. Il y en a qui se sont suicidés. Moi ça s'est déclenché surtout la nuit, mal à dormir, des cauchemars, du stress. On parlait de paranoïa. Ouais. Tu vas voir monter dans un train. Il m'est arrivé de monter dans un train et de descendre du train parce que ça me faisait des flashs de ce qui se passait en mission. Et moi, j'étais en plein stress, sortir de ça. Donc, le stress, le manque de sommeil, etc. Bah, tu fais un peu la cocotte minute. Puis c'est un peu inconscient, tu sais, ça t'arrive comme ça, tout doucement. C'est un peu insinueux. Moi, je vois ça comme une ombre, si tu veux. Ouais. Un peu au-dessus de toi, c'est là, ça gronde tout doucement. Et ça, jusqu'au jour où, boum, ça se déclenche. Et pour le coup, j'ai été plutôt bien accompagné. J'avais un commandant d'unité à l'époque qui connaissait un petit peu mon parcours et qui a pris le temps il n'y a pas eu de blâme ou de punition suite à ce que j'ai pu faire. Bon, j'ai rien fait de mal, si tu veux, mais il y a eu un excès de colère. Avec une arme dans la main, c'est pas. Oui, c'est mal vu. Et puis moi, le problème, c'est qu'après, il faut être sûr que ça ne revienne pas. Voilà, ouais, c'est ça. Ou que ça aille pas plus loin. Et puis moi, je suis connu pour, en tout cas à l'armée, j'étais connu pour quelqu'un d'assez apaisé, calme, patient, posé. Et puis d'où l'instruction, généralement. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? On a pris le temps. Un rendez-vous à l'infirmerie, puis à un hôpital militaire, etc. Et finalement, on détecte un stress post-traumatique. Et rapidement, du coup, il y a eu une mise en place d'un suivi pour venir un petit peu extérioriser tout ça. Et ça a plutôt bien marché, si tu veux. Alors, je ne suis pas soigné, parce qu'un stress post-traumatique, c'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose que tu peux soigner. On va dire une blessure psychologique. Tu peux pas... C'est pas comme tu te fais opérer et puis on n'en parle plus. La cicatrice, elle est toujours un petit peu ouverte, si tu veux. Et selon ce que j'ai vécu dans la journée, si ça a été stressant ou autre, la nuit, ça peut revenir. Tu vois. C'est marrant parce que tu me disais une phrase, tu me disais tu te ressens comme Hulk. C'est-à-dire que Hulk, dans les Marvel, il est toujours en colère pour justement que Hulk ne sort pas. Enfin, le docteur Banner est en colère pour que Hulk ne sort pas. Et tu m'as dit, je suis comme lui. Effectivement, quand on a préparé l'émission, je suis très souvent en colère. Là, je suis en colère. C'est vrai? Et t'arrives quand même à le gérer. Ouais, ça te demande pas un effort physique et mental de gérer une situation de colère. En plus, dans ton travail, on en parlera, mais t'as quand même des clients en face, t'as des groupes en face de toi, et t'arrives à gérer. En fait, il y a toujours cette, comme je dis, moi, je le ressens comme ça, c'est une ombre. C'est au-dessus, en fait, ça gronde, ça crie, tu vois, ça hurle. Et puis, il faut travailler sur le fait qu'il faut pas crier, il faut pas s'énerver. Oui, bien sûr, faut être calme et apaiser ce que t'étais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ce stress post-traumatique, il se déclenche aussi par des gros excès de colère, etc. Alors je suis pas violent, c'est-à-dire que il y a aucune violence physique qui sort, mais des gros excès de colère ou d'énervement pour des toutes petites choses, des petites. Ça prend des proportions. Ça prend des très grosses proportions, alors que c'est pas. Normalement, c'est censé couler sur toi, et ça coulait sur moi à une époque, et maintenant ça coule moins. Voilà. Donc c'est un travail de tous les jours où il faut. Et je remercie ma femme pour ça, parce qu'elle me supporte un peu. Elle m'a connu avant. Ouais, c'est ça, on en parlera justement. Avant ce stress post-traumatique, moi je suis avec elle depuis. T'étais à l'armée quand t'étais. Ouais, j'étais à l'armée. Alors elle est pas du tout militaire, elle est civile depuis toujours, mais elle m'a connu avant, et elle a connu pendant et après maintenant. Et effectivement, ça a été un gros. Grâce à elle aussi, et à tout le suivi. Oui, et au travail, est-ce que ça c'est important de dire que l'armée ne lâche pas les. Non, bien sûr. Il y a un suivi, il y a un accompagnement. Alors. Par malchance, moi ça c'est pas de suite, ils ont pas dit ils ont pas détecté de suite, ils ont pas dit il y a eu cette mission, etc. On va mettre ça en place pour prévenir. Non, ça n'a pas été le cas, mais dès que ça a été décelé et détecté, effectivement ils ont mis tout en place. Et il y a quelque chose qui a bien marché pour moi, c'est le MDR. Le MDR c'est une méthode américaine ou anglaise qui permet de recalibrer un petit peu le cerveau. En fait il y a de la lumière qui passe la lumière ou quelque chose qui bouge. Et du coup, avec un professionnel un psychologue, etc., qui t'accompagne sur ça, et ça recalibre un petit peu ça te permet de revivre la scène, mais à la troisième personne. Ouais. T'es un petit peu sorti. T'es en extérieur et tu peux analyser différemment. Tu peux analyser différemment, etc., parce qu'il faut savoir qu'à l'armée, il y a cet effet un peu tunnel qui se met en place, que certains civils peuvent connaître. Typiquement, quand tu fais du saut élastique, du parachutisme, en fait le cerveau il se met en protection, et en fait tu viens avoir la vue qui vient se resserrer, tu vois, t'entends plus grand chose, la vue vient se resserrer, et quand tu vis ces moments de feu
rapidement ça se resserre. Si les gens s'intéressent un petit peu à l'armée, ils vont voir qu'il y a l'ISTC qui s'est mis en place, donc c'est l'instruction sur le tir de combat. C'est ce que j'ai fait par la suite en tant qu'instructeur, où il y a beaucoup de gestuels, tu vois, où tu tournes la tête à droite, tu tournes la tête à gauche, etc. Tu regardes ton arme, tu regardes s'il y a pas, elle est pas enrayée. Ce qu'on voit, alors pour ceux qui sont pas dans l'armée, qui connaissent Call of Duty, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire qu'ils Voilà. exagèrent un peu les gestes, C'est ça. Et en fait, etc. Mais donc du coup, c'est quand même vraiment inspiré. Ces jeux sont vraiment inspirés. C'est ça. C'est en gros, c'est une méthode qui vient de la France, mais qui vient aussi des États-Unis, etc. C'est des retours en fait qu'on a pu avoir en mission, où par exemple, je crois que c'était la CIA, où en gros ils s'entraînaient au pas de tir, et donc avec un pistolet automatique, et à chaque fois que le pistolet automatique était vide sur le parcours, il y avait une petite boîte avec un chargeur plein. Donc D'accord. paf, ils faisaient tomber le chargeur, ils prenaient le chargeur. Et ces gens, ils se sont aperçus qu'en mission, quand ils tiraient, le chargeur était vide, boum, genou à terre, et ils cherchaient le chargeur. Ah oui. Sauf qu'il n'y avait pas de Ça, chargeur. En fait, tu prends des automatismes en période de stress. Ton cerveau, il y a le cerveau reptilien où tu apprends à marcher. Enfin, tu sais marcher sans réfléchir. En fait, ça devient un peu la même chose. C'est des automatismes de stress, si tu veux. Et donc, l'ISTC, c'est ça. C'est mettre en place des réflexes qui permettent, en période de stress, donc où tu n'entends plus, tu vois très peu, un peu flou aussi, ça peut arriver, où tu peux contrôler, et ça devient des automatismes. Voilà. Oui, en fait, c'est des automatismes que tu prends pour que, en cas de feu, parce que c'est ça, en fait, j'en ai entendu parler, quand t'es sous feu, forcément, t'es pas le même. Non. Forcément, tous tes instincts de survie se mettent en route, et donc c'est ce que t'expliquais, donc t'as cette vue tunnel qui arrive, et c'est tes automatismes qui prennent le relais, c'est ça. Voilà. Et c'est la question que je vais te poser, est-ce que quand t'es sous feu, l'après sous feu, est-ce que tu te souviens réellement de ce qui s'est passé, ou est-ce qu'il y a quand même du reset? C'est très rapide, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir à la télé, non, bien sûr, ou dans les films, on n'est pas dans des films, etc. Ouais. Ça a vraiment rien à voir. Et puis là, contrairement à des films, ta vie est en jeu. C'est ça. Et la vie de tes côtés. Alors, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que la mission, si tu veux, pour le civil, la mission, se faire tirer dessus et ouvrir le feu, c'est pas normal. C'est pas à l'armée, au fil de la mission. Cette mission de Centrafrique, qui était une mission assez intensive, ouais, c'était la plus dure, qui pour moi a été la plus complexe à vivre a posteriori. Il y a eu une grosse ouverture du feu, pas quasi quotidienne, mais toutes les semaines il y avait une ouverture, c'est sûr. Et tu t'y habitues, tu y prends goût. C'est ce que tu me disais, tu t'endors même sous le feu. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu t'endors sous le feu. C'est ça. Alors je m'endors pas sous le feu. Je veux dire, ça tire, tu t'endors quand même. Voilà, par exemple, en Centrafrique, on avait réquisitionné l'aéroport d'Mpoko, donc Mpoko qui est le camp de Bangui. Ça tire en permanence. Souvent la nuit, ça tire. En chaque début de mission, quand ça tire, tu as du mal à dormir parce que forcément c'est un nouvel environnement. Et puis t'arrives de l'Occident, t'arrives, etc. Puis tu reprends quand même tes repères. Quand t'es pas en mission, tu reprends quand même tes repères un petit peu, on va dire, métropolitains. Où t'es sur place, c'est calme, etc. Puis boum, les premières semaines est un peu compliqué. Puis avec la fatigue des rotations de missions, etc. que tu peux faire, parce que à l'armée on peut faire des missions qui sont assez longues. Alors, on peut partir. Moi, je me souviens être parti dans le nord du pays pour intervenir sur tel ou tel village parce qu'il fallait libérer, etc. En tout cas, apaiser les tensions, etc. Donc tu pars 2-3 semaines où tu dors peu, finalement. Tu dors un petit peu, il faut quand même un petit peu dormir, mais tu fais des petites séances de sieste, en gros. Et quand tu reviens au camp, du coup, donc qui est une zone un petit peu plus sûre, ça se met à tirer, tu dors, t'en as rien à faire, puisque tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend le civil va être comme ça, il va dire je peux pas dormir parce que ça tire. Là tu dors. Voilà. Ou dans les véhicules lors des déplacements, tu te fais tirer sur le véhicule, au bout d'un moment en fait ça tire. Ça devient la normalité, si tu veux. C'est un peu ça. Et le retour à la vie civile a été une difficulté parce que pour moi c'était un petit peu c'était devenu la routine entre guillemets, le réel, routine. Et en plus t'as un peu de décompression sur cette mission. Voilà. Donc ça veut dire que t'es passé du tir, t'es passé des barbaries qu'on peut voir sur place, etc. à Paris. Bonjour, Paris. À Paris. Grève des trains, bonjour. Voilà. Est-ce qu'on se prépare à voir quand même des enfants soldats, à voir des femmes qui sont mutilées ou des femmes qui sont servies de boucliers, des choses comme ça? Encore une fois, on est préparé, on voit de la photo, on voit de la vidéo, on voit des choses, mais c'est pas du réel. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Des jeunes, des enfants soldats. Alors c'est difficile à donner un âge à des jeunes, mais effectivement, on a pu constater qu'il y avait des fois des jeunes qui avaient 12, 13, 14 ans, et ça reste jeune. Enfin, moi j'ai un gosse de 8 ans maintenant, je me dis dans 4 ans il porte, c'est pas concevable si tu veux.
mais ça reste une normalité. Alors il y a un enrôlement qui est très jeune, un lavage de cerveau, etc. Enfin, c'est qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Occident. Bien sûr. Mais on va dire que moi j'ai un côté sensible sur ça, un côté familial, tu vois. J'ai beaucoup d'importance à la famille, les enfants, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui a déclenché un petit peu tout ça. Moi, je suis gentil, j'ai un cœur tendre. Et ça, c'est ce qui m'a le plus traumatisé, je dirais. Tu vois, de voir ça, de voir des gens qui se font découper, qui se mutilent, etc. Et même des jeunes, des jeunes de 12-13 ans qui tiennent des machettes, etc. C'est pas la télé, c'est pas un film, c'est pas Walking Dead, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est la vraie vie. Et tu te dis, bon, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on les gens se plaignent un petit peu. La France, on se plaint beaucoup les Français, mais on a la grande chance d'avoir une liberté et d'être quand même cadré. Je voulais savoir, c'est comment est-ce qu'on le vit quand on est en face. En plus, toi, t'étais tireur de précision, donc tu t'étais à la lunette, donc tu voyais ce qui se passait de loin. Ouais. Donc forcément, ils savaient pas forcément que t'étais là, donc ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. C'est ça. Alors beaucoup, qu'on soit tireur de précision ou même simple soldat, on dirait incorporé à un groupe de combat, on voit parce que du coup, on travaillait avec la Croix-Rouge sur place pour protéger justement ces corps donc il nous est arrivé de pointer GPS ces corps et de rester des heures sur place jusqu'à ce que la Croix-Rouge arrive. Parce qu'il faut savoir qu'en Centrafrique, c'est des quartiers chrétiens, des quartiers musulmans, et c'est pas l'Ouest chrétien, l'Est, c'est mélangé. C'est tout mélangé. C'est vraiment, on va dire, un melting pot. Ce qui aurait pu être une force et qui est devenu une faiblesse. Voilà. Et donc du coup, c'est des barricades dans tous les sens. Et le musulman qui traverse un quartier chrétien, il se fait taper, et inversement. Et donc la Croix-Rouge au milieu de tout ça pour passer, c'est très compliqué. Et donc des fois, c'est des heures sur place à attendre et à garder un corps qui gît comme ça avec plein de gens autour qui attendent que de découper ses oreilles et autres. Tu n'avais pas d'enfant quand tu étais à l'armée, tu as fait tes enfants après. C'était vraiment un choix parce que déjà, mine de rien, comme tu disais, le fait que tu partes, ta compagne elle vit seule pendant X temps, et surtout qu'en plus, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de retour. C'est pas comme un voyage ou un déplacement d'affaires où tu dis je pars de telle date à telle date. C'est ça. Il y a toujours une date, on va dire qu'on sait qu'on part pour X mois, mais la date de retour, on la connaît que une semaine ou deux avant. La vraie date, on la connaît qu'une En sachant que tu étais toujours en retard, tu m'as dit. Voilà, souvent c'est en retard parce que souvent l'avion a un souci ou l'avion a dû aller à un autre endroit puis revenir. Et donc du coup, c'était les erreurs que j'ai pu faire au début où je donnais cette date de retour. Ouais, j'arrive mardi et je suis pas. J'arrive mardi à 17h et puis t'arrives pas mardi à 17h. En fait, t'arrives mardi, mais dans 3 Et sans donner de nouvelles, hein. On n'est pas sur le fait de dire, je suis pas là parce que je suis en retard. Là, t'arrives pas. Et puis c'est des choses qu'on maîtrise pas. Tu peux pas maîtriser ça. Donc c'est comme ça. Sous feu, tu y penses à ta compagne quand t'es sous feu, à ta famille, à ta mère, à ton père, ou t'es vraiment, comme tu disais, tellement formaté que tous les réflexes arrivent. C'est quelque chose que tu fais outre, en fait. Si tu veux, tu penses qu'à toi et ton unité, entre guillemets. Il n'y a pas de... ça peut arriver, tu spots, etc. Tu regardes et tu penses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais il n'y a pas de... Je dirais que tu n'y penses pas en permanence. Le soir, tu peux y penser, etc. Ouais, sur tes moments un peu perso, on va dire. Sur des moments, comme je pense, un joueur de foot. Tu demandes à n'importe quel joueur du PSG, machin, où ils vont pendant le match, ils pensent pas à leur famille, ils pensent au match, ils pensent à la réussite. Ça parce qu'on a dans des films des gros clichés de personnes qui se font de films militaires où tu vois le militaire se faire tirer, qui prend la photo de sa femme, ses gosses, voilà. C'est pour ça en fait que je voulais savoir si vraiment quand t'es sous des actions très dures, en fait, est-ce qu'il y a un moment, imaginons t'es blessé, est-ce que tu penses à ce moment-là ou est-ce que non, tu continues quoi qu'il arrive? Je dirais que tu te concentres sur la mission. T'es formaté pour aller sur la mission et c'est le but du militaire. Alors c'est triste à dire, mais le but du militaire c'est de faire la guerre, c'est d'aller au contact et au feu. Pour la défense. Oui, encore une fois, pour d'intérêts différents et variés, ou même des fois d'intérêts d'autres peuples. Oui, il faut oublier que la France était déployée pour aider des peuples à se défendre aussi. C'est ça, oui. En Afrique, beaucoup, l'armée est présente en Afrique, alors de moins en moins, mais parce qu'il y avait aussi des accords de défense ou des accords de formation, etc. Donc dans toute l'Afrique subsaharienne, enfin francophone, on va dire, il y avait des accords qui permettaient de maintenir un semblant de paix, on va dire, à certains moments de l'histoire. Voilà. Est-ce que tu revois encore des personnes de ton unité, des anciens soldats, ou même peut-être des gens qui sont encore en caserne? Est-ce que tu peux encore aller en caserne déjà, toi, en tant qu'ancien militaire? C'est compliqué, je dirais. Tu as toujours accès, tu as toujours accès à la caserne quand il y a des moments famille, des moments... en tout cas dans mon régiment, il y a des moments famille, anciens, etc., où tu as accès au régiment et tu peux
rentrer à nouveau dans le régiment, échanger et communier avec des anciens camarades. Mais dès que tu sors du circuit, du système, c'est très compliqué de garder un vrai lien. J'ai encore des liens avec des collègues qui sont toujours à l'armée, mais c'est toujours compliqué parce que tu discutes avec eux au téléphone et puis ça va, ça se passe. Tu gardes, on va dire, les réflexes que tu as pu avoir en tant qu'ancien militaire, où tu as cette facilité de parler, parce que tu parles, tu es à l'armée. Et tu pars où, etc. Là, on part sur une mission, mais je peux pas forcément t'en parler, ou je pars en manœuvre à tel endroit pour faire tel exercice, ou machin, et puis ça reste toujours un peu plus vague, et puis finalement, tu t'éloignes gentiment, et puis tu te perds de vue. Mais j'ai gardé quelques contacts. Quand tu rentres justement, choc entre l'armée et la vie civile, c'est-à-dire que tu arrives directement à Paris, en plus grève des trains, manque de peau, tu peux pas rentrer chez toi directement. Ouais. Tu arrives avec 4 pactages, un devant, un derrière et 2 sur les côtés. C'est ça. Ouais. Comment tu le vis ce retour dans une ville en plus où on sait qu'il y a de l'incivilité, on sait que marcher seul en treillis à Paris, ça peut quand même poser beaucoup de questions, beaucoup d'amalgames, beaucoup de fausses idées. Comment tu l'as vécu ? Sur le coup, je l'ai bien vécu sur le coup. Après, ça a été aussi, je pense, ça a été un élément qui a pas aidé, si tu veux, au stress post-traumatique. On rappelle que t'as pas eu de ça, c'est des compressions. Il n'y a pas eu de ça, c'est en gros, t'es rentré de mission directement, on t'a amené à Paris. Si on fait rapidement un résumé, le mercredi sous le feu, le jeudi dans l'avion, le vendredi à Paris, gare de Lyon, quoi. Et effectivement, comme je le disais, tout seul de mon unité à être rattaché à ce groupement. Pas de soutien. Peu de soutien. Et alors, j'ai fait ce choix. On m'a demandé, on m'a demandé, est-ce que tu veux rentrer sur Chambéry, etc. Moi, j'ai dit, non, je vais prendre le train. Ça sera plus simple pour moi. Pas d'affaires civiles. Donc, treillis, béret sur la tête et gros pactage. Grève des trains et on est arrivé, je suis arrivé à la gare, je sais pas, 19h. Sachant que la gare de Lyon ferme, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sortent tout le monde. C'est ça, vers 23h, je crois qu'elle, de mémoire, elle ferme. Et donc, du coup, je commence à sortir avec tous ces gros sacs, etc. Devant la gare, et je me dis, il y a bien des hôtels, je vais aller dormir à l'hôtel, si tu veux. Il faut bien que je dorme quelque part, quoi, si tu veux. Et premier hôtel complet, parce que vu qu'il y a grève des trains, c'est le bordel, etc. Donc complet. La fatigue accumulée, et puis il y a aussi cet effet de stress qui retombe, c'est-à-dire que quand tu sais que t'es dans un pays sécurisé. Voilà, tu sais que la mission est terminée, boum, ça redescend, donc un petit peu HS du truc. À savoir que la veille, on avait dormi au Tchad sur des cartons parce que c'était pas prévu qu'on dorme au Tchad, donc il n'y a rien de préparé, on est dormi comme ça. Et donc voilà, ça s'accumule en plus de la fatigue de la mission. Et je me dis, c'est pas grave, je vais re-rentrer, je vais me remettre dans la gare, et puis je vais attendre. Et puis si on me dit de partir, j'expliquerai mon cas et j'espère qu'ils seront cléments. Entre-temps, 2-3 SDF qui me déboulent, qui me disent qu'est-ce que tu fous là, et qui commencent, donc je leur dis que ça va bien se passer, donc barrez-vous. Parce que t'es quand même encore sur un état de tension quand même qui est quand même fort. Oui, tu décompresses, c'est ça, quand même un état de tension qui est fort. Donc je leur dis allez boire ailleurs, etc. Et 23h arrive, micro, veuillez évacuer la gare. Donc tout le monde sort. Sauf une personne. Sauf moi qui sort pas et qui dit c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, je reste. Et enfin, je me dis on va parler. Forcément, c'est quelqu'un de la sécurité qui va débouler. Et l'armée, on est quand même dans un métier de sécurité, donc on va parler quand même d'égal à égal. La personne va comprendre mon problème et va trouver une solution. Donc des maîtres chiens arrivent et les maîtres chiens me disent non, faut sortir. Donc je leur dis non. Je sortirai pas du tout. Sachant qu'entre-temps, tu as eu un appel où tu étais plus ciblé, déjà le monsieur en treillis. Ouais, c'était le monsieur en treillis doit sortir. Déjà, donc il n'y avait pas de doute. Moi, j'étais comme ça. Non, je ne sors pas. Donc là, après, il y a les maîtres chiens qui sont arrivés. Monsieur, il faut sortir, vous devez pas rester, etc. Donc là, je leur explique mon cas. Donc ils comprennent. Et là, j'ai eu une grande chance où, en fait, le chef de gare à ce moment-là, c'est un chef de gare de la SNCF, mais qui est aussi réserviste de l'armée de terre et qui arrive et qui au début, qui paraît un peu tendu, qui me dit monsieur, parce que je pense qu'il est à Paris, pas trop, dans les gares, avec tout ce qui se passe. Est-ce que t'es un vrai soldat ou pas? Parce qu'il faut aussi avoir ça, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, donc moi je comprends tout à fait. Et je lui dis, je lui explique la situation, je rentre de mission, j'étais seul de mon unité à être parti, je me retrouve tout seul, grève des trains, j'étais pas au courant. Est-ce qu'il y a la possibilité de rester? Je vais pas faire de vagues je dors et je me relève. Et donc le gars il me dit je comprends la situation, on sympathise un petit peu, il me dit je suis réserviste à tel endroit, je m'en souviens plus mais en tout cas il me dit ça. Et il me dit ce que je vais faire c'est que je vais vous ouvrir mon bureau et vous allez dormir ici et il y a un train demain qui est prévu pour aller sur Lyon à telle heure, je viendrai vous réveiller, etc. Donc moi merci beaucoup, merci, j'aligne mes sacs, je dors sur mes sacs. Le lendemain, il vient me réveiller. Et puis, très reconnaissant, si tu veux. Moi, à l'armée, on pourra en parler rapidement, on accorde
on va dire à des petites choses. Encore une fois, il y a des petites choses qui vont m'énerver beaucoup maintenant avec ce stress, mais on accorde aussi beaucoup d'importance à des petites choses. Là, cette personne, elle me devait rien, je lui devais rien, et elle a pris t'as de tendu son la temps. main en tout cas. Elle m'a tendu la main, et à la fin de cette mission là, on nous avait donné une médaille, si tu veux, une médaille. Qui reprend la mission, etc. Alors je pourrais plus te dire exactement quelle médaille, mais c'était voilà une médaille qu'on te remet à la fin. Et avec cette médaille, il y avait un gros, je dirais un gros coin, tu vois, un gros coin qui reprend la mission qui avait été fait sur place avec le nom de l'unité, etc. Encore une fois, on accorde beaucoup de choses à ce genre de. C'est un petit peu le cérémonial, etc. C'est des choses qui sont importantes. Et ben naturellement, je lui ai donné parce que je dis merci beaucoup. Alors que c'est quelque chose auquel je tiens, parce que moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Et je dis prenez-le, merci beaucoup. Merci pour votre aide, etc. Et puis je suis monté dans mon train et je suis rentré. Voilà. Mais c'était effectivement, c'était pas la meilleure des situations pour rentrer en France. Aujourd'hui, t'es papa. Si demain un de tes enfants te dit je vais aller à l'armée. Ouais, ça c'est déjà produit. Comment tu le vis? Ça c'est déjà produit. Il est jeune encore, il a 8 ans, mais il me dit ouais, un jour je serai militaire, etc. Je serai plus, j'essaierai en tout cas de me forcer à le laisser faire ce qu'il veut, parce que c'est compliqué j'estime que moi, on m'a donné ma chance, donc il faut pas que je bride, on va dire ça. Mais j'essaierai de lui donner ce que mes parents n'ont pas pu, parce qu'ils n'avaient pas cette expérience, oui, bien sûr. de lui expliquer ce que c'est l'armée, sans rentrer dans les détails, mais mais de lui dire que voilà, l'armée, c'est, tout le monde sait que c'est dangereux, etc. Mais j'irai un peu plus loin. Voilà, l'armée, voilà, c'est ça. Il faut s'attendre à ça. Voilà, c'est alors de moins en moins, parce que l'armée, tend à évoluer sur les brimades, sur le coxage, etc., sur tout ce qui est, on va dire, brimade en général. Mais moi, j'ai connu ça. C'est-à-dire que l'armée, c'est dur. C'est très dur. Moi, je me revois appeler ma mère, dire j'arrête, j'en peux plus, on pleure. De toute façon, il pousse à bout. J'en peux plus. C'était une formation. Une formation un peu après les classes où on va dire c'est une formation intermédiaire où justement là j'ai été détecté pour devenir tireur de précision. Et c'est zéro liberté, c'est réveillé en permanence, poussé à bout, mais dans le bon sens du terme. Maintenant, je m'en aperçois et je les remercie. Je leur dis merci parce que je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans ce passage. Si tu veux, ça donne une certaine. Les gens souvent, je pense, la nouvelle génération qui arrive, qui est dans un cocon, il faut pas dire non, il faut pas blâmer, il faut pas, voilà, fais ce que tu veux, etc. Cette éducation positive, bien pensante, etc. C'est pas compatible avec l'armée, parce que l'armée, encore une fois, l'armée, c'est d'aller faire la guerre. Et puis c'est d'aller chercher les gens au bout de leur force. Voilà, et moi d'aller puiser, tu vois, j'ai fait des stages. Des stages de préparation, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ou même en France, où on te pousse à bout, on t'amène jusqu'au bout. Tu vois, jusqu'au bout de ce que tu peux, et tu vas même plus loin. Tu vas même plus loin de ce que tu penses. C'est pour ça que je suis entré aussi à l'armée, pour connaître un peu mes limites et essayer de les dépasser. Mais du coup, c'est important. C'est important ça, de connaître ses limites, parce que si tu connais, tu vois, il y a cette phrase là, connais-toi toi-même, etc. C'est ça. En fait, mieux tu te connais, mieux tu sais comment tu peux réagir par rapport à un événement, etc. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu les remercies, ça a fait l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce que ça a fait aussi le chef d'affaires que tu es, l'homme d'affaires que tu es aujourd'hui? Ouais, je pense aujourd'hui, tu as une entreprise donc, de design, tu as carrément changé. Ouais. Tu t'es reconverti dans le design, on en parlera un petit peu comment tu t'es reconverti. Mais est-ce que l'armée t'aide au jour le jour dans le business? L'armée m'aide au jour le jour, ouais. Il n'y a pas un jour où je pense pas à l'armée et je pense pas à ce qu'on a pu m'apprendre à l'armée. Si tu veux, entreprendre, alors j'entreprends maintenant, ça fait 6 ans bientôt. Entreprendre, c'est stressant. Enfin, il n'y a pas un entrepreneur qui va te dire entreprendre, c'est cool, c'est fun, quoi. C'est cool. Il y a toujours une phase de stress. Il faut trouver des clients, il faut satisfaire les clients, il faut payer les charges. Il faut payer les charges. Il y a toujours quelque chose qui stresse. Il y a toujours un projet qui se passe pas bien, etc. Et l'armée m'a appris aussi à être apaisé sur cette partie-là, on va dire de stress. Il y a à l'armée, on met en place du top. Le top, en fait, ça permet de te préparer psychologiquement à des moments stressants. Donc, essayer de visualiser l'événement qui va arriver, essayer de se recentrer sur soi-même, sur la respiration, etc. Alors, je dis pas que je fais de la respiration tous les jours, entre guillemets, mais c'est des petits codes qui permettent de mettre en place. Après l'armée, j'ai fait une reconversion. Je suis devenu salarié d'une entreprise.
Et après, maintenant, je suis chef d'entreprise. Mais ce laps de temps où j'étais salarié, donc c'était assez compliqué, ce retour à la vie civile. Mais j'ai mis en pratique des choses dans cette entreprise où c'était très stressant. Les gens étaient très stressés. On doit rendre un dossier. Et moi, j'arrivais un peu en me disant, mais les gars, non, c'est pas stressant. Vous mettez la pression tout seul. On va essayer de faire redescendre tout ça. Et puis finalement, on a mis des méthodes en place. Alors c'est pas des méthodes militaires, mais d'expliquer, de dire voilà, attention, effectivement, ça vous paraît stressant, mais non. En fait, on a encore le temps. On va s'organiser. Parce que souvent, la faculté de l'armée, c'est s'organiser dans un temps restreint. Donc c'est être réactif. La réactivité, on va dire, c'est un des gros, je dirais, des points positifs des méthodes de fonctionnement à l'armée, où on est très, je perds mes mots, mais en gros on s'adapte. Voilà, l'adaptabilité, tu vois, on s'adapte facilement, tu vois, rustique, on s'adapte, etc. Et du coup j'ai mis ces petits codes, tu vois, en disant ben voilà, on va faire ça comme ça. Peut-être que ça aidera. Alors, je dis ça comme ça, je suis pas arrivé en disant. Oui. C'est que j'ai mis ça en place parce on va essayer comme ça. Cette entreprise m'a donné, m'a permis après, au bout de quelques temps, de devenir directeur de ce service. Et donc, c'est à partir de là où j'ai mis en place. Je suis pas arrivé en disant, je vais révolutionner votre truc. C'est quand je suis devenu directeur de ce service où j'ai dit, bah, on peut essayer ça si vous voulez. On va mettre ça en place de manière très humaine. Et il faut savoir que l'armée, c'est très humain. On croit que l'armée c'est dur. Alors c'est dur l'armée. Oui, qu'il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, c'est marche ou crève, etc. Non, l'armée on te tend la main, c'est très humain. Moi ça m'est arrivé par exemple de faire des missions où on doit partir en mission et puis le gars il craque. Le gars il craque complet, il se met à pleurer, il n'en peut plus. Eh ben c'est un autre groupe qui est parti à la place parce que c'est pas on y va pour y aller. C'est vraiment le côté humain. Moi j'ai eu cette chance à l'armée de tomber parce que l'armée on dit être là au bon endroit au bon moment. Et l'armée, c'est exactement ça. Une carrière militaire, c'est vraiment être là au bon endroit au bon moment, avec les bons chefs, avec les bons. Et moi, je suis tombé sur que ce soit de mon entrée à l'armée pendant mes classes, avec des chefs qui ont été exemplaires, commandés par l'exemple, par exemple. Tu vois, c'est très important pour moi. Commandés par l'exemple. C'est-à-dire que c'est pas maintenant tu vas faire ça. Et je te regarde le faire. Non, c'est je vais le faire, je vais me mettre la tête dans la merde, je vais te montrer comment moi je m'en sors, et toi tu vas venir avec moi parce que ça va te donner envie de venir avec moi pour avancer ensemble. Et je suis tombé sur des chefs comme ça. Alors il n'y a pas que des bons chefs, c'est comme partout. Mais on va dire dans la grande majorité, que ce soit mes commandants d'unité, mes chefs de section, et même des chefs de corps, même si c'est des gens qui sont très haut placés et que tu n'as pas une relation quotidienne avec eux, mais ils sont là pour donner une direction. Je suis toujours tombé sur des gens qui avaient des valeurs, des grosses valeurs humaines, de transmission, de respect, etc. Et alors j'avais déjà ces valeurs en moi, parce que je viens d'une famille. C'est bien de l'avoir aussi en face. Voilà. Et c'est ce que j'ai mis en place. Et même maintenant que j'entreprends, c'est très axé sur l'humain. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu donnes des billes à ton concurrent ? Oui, alors qu'ils vont s'en servir, tu vas perdre de l'argent, machin. Je dis, mais non, en fait, moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je te donne l'info, tu prends l'info. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Moi, si tu veux, ma vie, c'est je sème des cailloux. Et un jour, ces cailloux, il y a quelqu'un qui va me le ramener. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Alors, ça peut paraître très utopiste, très utopiste, très niais comme ça. Enfin, on croit que je me fais avoir, mais pour le moment, ça me réussit, si tu veux. Je pense que on le voit de plus en plus, le côté humain, il arrive de plus en plus. Il prend de plus en plus, et encore plus dans des villes comme les nôtres, où les gens sont quand même encore très humains et dans le partage. Justement, une question, c'est marrant parce que tu parles de l'humain, et on voit des reportages sur l'armée, on voit notamment des grands corps comme la Légion ou autres. Il y a des moments de rire quand même à l'armée, on a l'impression que ça rigole jamais. Ah si, ça rigole. Parce que c'est vrai qu'on ne voit jamais dans les reportages. Ça rigole on voit toujours le plus dur, mais en fait on se rend pas compte si vous avez vraiment des moments de rire, si vous avez à créer des amitiés, des liens. Ouais. Je pense qu'à l'armée ça rigole plus qu'on le croit. Il y a des moments. Alors quand il y a la télé, moi j'ai déjà eu la télé, des journalistes qui sont venus en mission. Je sais plus où. C'était pendant un stage, pendant le Caïd à Djibouti. Il y a un reportage qui a été fait et on était sur place avec des Américains de la Légion et nous. Et forcément ça rigole pas. Parce que là, c'est tu la moules. Enfin, l'ordre, il y a la télé, c'est droit, ça bouge pas. Voilà, on est filmé en train de faire notre truc. Donc, on a cette vision, effectivement, de très, très dur, très droit, très fermé, etc. Mais l'armée, ça rigole, mais en permanence. Et ça rigole à tous les moments. C'est-à-dire que, pour avoir malheureusement vécu plusieurs enterrements de soldats, qui soient morts au combat, qui soient morts. Suicidés, voilà, parce que j'ai beaucoup d'enterrements de gens qui sont suicidés, etc. Ça rigole. Pour moi, c'est des lieux. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est partout, mais en tout cas, de mon expérience, c'est des moments où on rigole
et on rigole fort. C'est-à-dire que tu te souviens, on a vécu Ce qui est d'ailleurs le choc entre la vie civile et la vie de l'armée, c'est-à-dire que les civils ne comprennent pas pourquoi les militaires rigolent autant. Ouais. Parce qu'en fait, vous vous rappelez les meilleurs souvenirs de cette personne. Voilà, c'est ça. Et ce que le civil ne peut comprendre, c'est que quand tu vis des périodes un peu stressantes ou de merde, c'est-à-dire que c'est merde que ce soit en formation ou merde en mission. A posteriori, c'est des moments où tu rigoles. Moi, j'ai des fous rires en tête ou avec des collègues où tu passes à l'armée. Il y a aussi dépêchez-vous d'attendre. Dépêchez-vous d'attendre parce que l'armée, c'est encore une fois, on s'en aperçoit pas nous en bas de l'échelle, mais c'est une grosse machinerie qui se met en place. Encore une fois, des conflits interarmés, il y a des temps de latence où dépêchez-vous d'attendre. Il faut aller à tel endroit, vous attendez et puis t'attends 2 jours quoi. T'attends comme ça. Ou une attente là. On parle aussi de ordre contre ordre. C'est-à-dire que, allez là, puis non, en fait, allez là. Et ces moments de merde, c'est là où en fait il faut décompresser, il faut rigoler, etc. En formation, par exemple, où c'est les plus gros fous rires, c'est des trucs où tu es vraiment dans la merde, où ce stage là pour devenir tireur de précision, où on doit marcher 50 bornes dans un sens. Donc, on est censé marcher 50 bornes pour aller, tu as des missions, tu dois spotter, après tu dois aller tirer parce que tu reviens au pas de tir, puis tu repars dans le civil, c'est-à-dire que tu marches des fois, je sais pas si c'était déjà arrivé, mais de voir, alors ici peu sur Saint-Etienne, mais quand tu es proche d'un régiment, il y a souvent des militaires qui vont faire des marches, tu vois, des mecs avec des sacs, et machin, on peut les croiser dans certains. C'est ça. Et donc du coup, nous on avait ça, donc en gros tu faisais un circuit comme ça et tu revenais à chaque fois par le pas de tir pour faire ton tir et puis tu repartais, etc. Et à la fin, donc on arrive tous à la fin, et le gars il dit ça va, ça vous a plu? Donc oui chef, ça nous a plu, ouais, c'était super. Bon ben on va le faire dans l'autre sens vu que ça vous a plu. Et là t'as tous les mecs qui craquent. C'est là où tu vois, t'en peux plus, tu sais que c'est fini, tu vois. Oui, puis dans ta tête tu penses que c'est fini. Tu sais que c'est fini et le mec te dit bon ça t'a plu. Tu peux pas dire non. C'est comme quand à l'armée tu peux pas dire je veux un volontaire, il y a tout le monde qui lève la main. Tout le monde lève la main parce que celui qui lève pas la main ça marche pas, tu vois. Et donc, allez, c'est parti. Et en fait, tu sais que t'es dans la merde, et c'est là où tu rigoles. Tu sais, c'est là où tu en mission, pareil, tu fais des missions très compliquées, ou en Centrafrique encore une fois, où tu te fais tirer dessus. Et puis dans le VAB, donc le VAB c'est un véhicule de l'avant blindé de transport de troupes. Donc nous, il était VAB avec canon de vin au-dessus, et puis transport de troupes en dessous. Donc t'as 8 bonhommes dedans, et tu rigoles. T'as le mec qui était en mission et tout, le mec qui se casse la gueule, il tombe par terre. Et tu te rappelles de ça et tu t'en rigoles. Putain, alors ça va, le mec il a une grosse balafre, il est en train de saigner. Tu te dis bon, tu sais, gueule d'amour, alors comment ça va? En fait, alors que pas du tout. Enfin, t'es pas censé rire, mais tu décompresses. C'est des moments comme ça où tu sais dans les chambres, en tout cas en mission, t'es sous tente et tout dans l'Ipico, etc. Où donc très spartiate, on va dire, très spartiate. Et putain, il y a un mec qui lance une blague. Enfin, tu sais, t'es en train de dormir, t'es crevé et tout, il lance une blague à la con. Et là, c'est parti. Enfin, tout le monde va rigoler, etc. Et à l'armée, il faut savoir qu'il y a la popote, quel que ce soit en France, en mission ou même dans les missions compliquées, il y a toujours la popote qui te suit. Popote, c'est un peu le bar. Alors, en mission, l'alcool est interdite. Il y a pas d'alcool. Enfin, tu peux boire une bière, mais il y a pas d'alcool, whisky, machin. Tu vas pas tu peux boire ta bière et puis et encore, il y a certains territoires où t'as pas du tout d'alcool parce que c'est des missions assez complexes. Mais ça décompresse, tu vois, ça rigole. Oui, il y a le fait d'être autour d'un verre, même si c'est pas voilà, même si c'est un jus de fruits, même si c'est un verre d'eau, etc. Et c'est là où il y a un vrai lien qui se fait, parce qu'à l'armée, encore une fois, il y a 3 familles, donc militaires du rang, sous-officiers, officiers. C'est des familles qui se mélangent peu, elles se mélangent, mais la popote c'est vraiment un lieu de mixité, rencontre, tu vois. Et à la popote en Centrafrique, moi j'ai des souvenirs où tu rigoles, tu décompresses, tu parles un peu de toi, voilà, machin, etc. C'est un peu ça. T'as quitté l'armée parce que c'était la fin de ton contrat, mais en fait l'armée c'est pas vraiment fini en fait. C'est ça? Parce que si jamais il te rappelle. L'armée en fait, pendant 5 ans. T'es disponible, c'est de la disponibilité, t'es disponible. Alors t'es disponible sur certaines conditions, c'est vraiment des grosses conditions, c'est-à-dire que gros conflit armé, conflit armé de la France contre un autre pays. Voilà, c'est des choses comme ça. Et pour le coup, il t'appelle pas pour la popote. Non, il t'appelle pas pour la popote ou il t'appelle pas pour partir en OPEX. Il t'appelle pour vraiment un gros conflit. Si demain, alors je pense pas que ce soit déjà arrivé en termes à ma connaissance, c'est jamais arrivé, mais tu as une dispo effectivement de 5 ans. Tu peux aussi devenir réserviste, d'active, où tu sers dans ton régiment ou dans un régiment qui est plus proche de ton domicile, parce que souvent les militaires, on vient pas forcément de l'endroit où il y a le régiment. Souvent c'est des gens qui viennent de partout en France et on est là, on vit un temps, il y a des mutations qui peuvent se faire, qui peuvent s'opérer, mais à la fin souvent tu reviens soit
soit à ton bassin natal, soit moi, je suis resté, je suis ici maintenant entre Lyon et Saint-Étienne parce que ma femme est originaire d'ici et puis on a fondé notre famille ici, puis on est resté T'as ici. fait vite, t'as fait Voilà. ta vie. Mais ça s'est fait comme ça. Et donc, Mais alors tu dis 5 ans, mais il me semblait que c'était plus sur certains cas, non? ça peut être un peu, ça peut être ouais, selon les métiers. Moi, c'était 5 ans. Moi, c'était 5 ans, ouais, mais ça peut être plus. Après, j'imagine que si on se projette un petit peu, si demain il y a un conflit vraiment de haute intensité, Mais tu reçois un coup de téléphone. il est possible qu'avant d'appeler les civils, parce qu'on pourra pas appeler les civils en France, je pense que les anciens militaires seront un petit peu réquisitionnés, ce qui peut arriver parce que forcément on a une formation militaire et c'est plus facile de remettre à niveau quelqu'un qui connaît un petit peu les bases que de former quelqu'un à quelque chose qui n'est pas prêt à vivre, si tu veux. Voilà. Alors justement, tu parles de la vie civile. Quel a été le plus gros choc pour toi entre la vie militaire, une fois que tu as arrêté, et de repartir dans la vie civile? C'est plus du tout les mêmes équipes, c'est plus du tout les mêmes mentalités. Qu'est-ce qui t'a heurté? Qu'est-ce qui m'a choqué? Ou qui était dur à vivre, en fait, peut-être aussi. Ce qui a été dur à vivre, c'est la phrase chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu vois, un petit peu. L'armée, c'est une famille. Quel que soit, je pense, le grade que tu as dans cette famille de militaires, il y a toujours quelqu'un qui va tendre la main. Tu vois, ta machine à laver, elle tombe en panne chez toi. Il y a toujours t'es en mission, il y a toujours quelqu'un qui va débouler chez toi, qui va aider ton épouse, il y a ce lien. Tu vois, tu peux faire Noël, c'est vraiment un lien. C'est une famille. Quand je suis arrivé dans le civil, donc j'ai fait une reconversion, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc tu arrives dans la reconversion, des mecs qui sont assis sur le trottoir, des mecs qui mettent le pied contre le mur. C'est des trucs que toi, ouais, dans la vie civile, tu fais pas attention. Et moi, à l'armée, j'étais caporal-chef. Donc caporal-chef, on appelle ça la race des seigneurs. Le caporal-chef, la race des seigneurs, c'est le plus haut grade des militaires du rang. Et c'est le grade sur lequel on va s'appuyer. Beaucoup de sous-officiers et d'officiers s'appuient sur le grade de caporal-chef parce que c'est un peu le sachant, c'est un peu la mémoire du régiment, parce que souvent le caporal-chef reste dans le régiment dans lequel il a fait ses classes, il reste souvent ici, et c'est cette mémoire, et c'est celui qui forme la jeunesse, qui fait les classes, parce qu'il y en a qui font les classes, c'est pas le problème, mais qui arrive en compagnie, c'est lui qui va prendre en charge les jeunes, et qui va les former, qui va les avancer, et ça devient des pairs, ça devient des jalons, c'est-à-dire tu peux t'appuyer dessus. Et du coup, s'asseoir à l'armée sur un trottoir, mettre le pied contre un truc, marcher sur l'herbe, c'est des trucs que tu peux pas faire, tu vois. Et à l'armée, tu vois un jeune qui fait ça, tu fais quoi? Bam, claque de bon fonctionnement. Bon, ça se perd maintenant, c'est interdit. Claque de bon fonctionnement. Mais voilà. Mais ça te rappelle à l'ordre, tu marches plus sur l'herbe. Tu vois, tu le fais une fois, tu le fais pas deux. Et là, tu peux pas dire parce que tu sais que le gars il a le droit en fait de le faire. Oui, toi, t'es comme ça, tu dis non, c'est pas possible. Non, ça c'est des anecdotes. Mais c'est moi ce qui m'a le plus marqué, c'est l'individualisme. C'est vraiment chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et si je peux t'écraser pour avancer, je le ferai sans pitié, quoi. Et moi qui arrive de cet endroit c'est tous ensemble, si tu veux. Et je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors j'ai fait ce choix parce que mon contrat ça arrivait à terme. Et j'ai déclenché ce stress post-traumatique dans les 2 dernières années de mon contrat. Donc j'ai passé encore 1 an à l'armée où je suis pas parti en mission et la dernière année, je l'ai passé en reconversion. Donc j'ai passé ma dernière année en reconversion. Mais malgré tout, t'arrives là-dedans, tu te dis bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être que j'aurais dû rester. J'ai eu des regrets au début en disant c'est pas mon monde, c'est pas mes codes, c'est pas. Tu vois, dire bonjour au gars qui te forme, pour moi c'est la base. Le mec qui rentre avec sa casquette comme ça, il s'assoit. Moi, j'étais obligé de lui dire, tu fais quoi là? Tu te lèves, tu vas lui dire bonjour. Mais parce que j'avais mes codes de l'armée. Tu vois, le mec il arrive, boum, il pose ses pieds sur la table. C'est des trucs parce que reconversion, moi j'ai fait une reconversion professionnelle où tu te retrouves, moi je payais 100% de ma formation, donc c'est une formation qui dépassait les 20 000 euros. Par chance, l'armée te donne un pécule quand tu quittes l'armée, qui te permet pour pouvoir justement repartir. Voilà, qui est calculé sur le nombre d'années, sur tes missions, enfin voilà, c'est calculé sur ça, et en gros ça te donne un pécule, et ce pécule t'es censé l'utiliser donc d'une part pour acheter tes points de retraite, et d'autre part pour payer de la formation. Voilà. Moi, je suis pas retraité de l'armée, je suis pas pensionnaire de l'armée. Je suis parti avec un pécule et maintenant l'armée ne me doit plus rien. Si tu veux, j'ai pas de. Donc cet argent, soit tu t'achètes une jolie voiture avec, soit tu le mets à contribution pour rebondir et te former. Donc moi, j'arrivais en posant un chèque sur la formation, et t'en as d'autres qui étaient là par le biais de Pôle Emploi, payés à 100%, etc. Pas la même motivation, etc. Donc c'était un premier choc. Bon. Après, c'est redescendu. Forcément, il faut reprendre les codes un petit peu du civil. Et deuxième choc, c'est l'arrivée dans une boîte. Donc civile, où par chance, à l'issue de ma reconversion professionnelle, j'avais commencé à anticiper, à envoyer des CV, voilà la formation que j'ai fait, etc. Et j'ai été recruté
Le lendemain de ma formation, j'ai fini le vendredi. Le lundi, j'étais en formation, j'étais embauché et en entreprise. Et là, deuxième choc. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, mon entreprise, c'est différent. Mon entreprise, c'est quand même... Ouais, plus carré, peut-être plus de Il y a quand même... voilà, c'est... voilà. Et pas du tout. Pas du tout, c'était un peu la jungle, c'était un peu ça, c'était un peu chacun pour soi, c'était les gars, ça vous dit, alors moi, encore une fois, moi j'arrive et j'ai cette phase d'adaptation, c'est-à-dire que je me fais tout petit au début, enfin comme tout le monde, hein, tu es censé, oui, l'armée, sûr, avec ces codes de l'armée où tu t'es censé, en sachant que personne ne le sait forcément. Voilà, personne ne le sait, alors ça s'est su facilement oui, parce que la RH avant mon arrivée l'a dit. Et elle m'a demandé si elle pouvait le dire, donc j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire que je suis un ancien militaire, etc. Parce que du coup, moi, je suis rentré dans une boîte qui fait de l'aménagement d'espace pour professionnels, donc ça s'apparente à du design, à de l'architecture, etc. Pourquoi un militaire arrive et est recruté au bureau d'études pour faire des plans, etc. Donc parce que j'ai fait une reconversion, etc. Mais j'étais pas forcément légitime, parce que les gens, il fallait qu'ils comprennent pourquoi j'étais là, donc il y a eu un petit peu d'explication de mon cursus, pourquoi je suis arrivé là et qu'est-ce que je vais amener à l'entreprise, etc. Et en fait, ouais, je suis tombé sur des profils qui n'étaient pas forcément dans le même mood que moi, on va dire, qui suis dans la transmission, dans le partage, dans avancer ensemble. J'aime beaucoup la permaculture. Je sais pas si tu vois ce que c'est la permaculture. Bien sûr. C'est des essences qui vont céder, donc il y en a qui protègent, etc. Moi, j'étais plus dans ce qu'on m'a appris à l'armée, c'est-à-dire qu'un écosystème qui grandit pour le bien d'une réussite, pour le bien d'une mission, et pas chacun pour soi, pour potentiellement la réussite. C'est ça. Parce que moi, j'avais cette vision de l'armée. L'armée, t'es dans le même bateau, et le bateau, il doit aller quelque part. Et si tu rames pas, le bateau, il va aller nulle part. C'est sûr. T'as le chef qui a la vision et qui te dit, cap par là, et t'as tous les mecs qui vont ramer, quel que soit le grade, du militaire du rang à l'officier, ils vont ramer dans une même direction pour avancer. Ce qui n'est pas le cas en entreprise. Et en entreprise, c'est pas le cas, alors que c'est exactement la même chose. L'entreprise, c'est un bateau. Enfin, moi, je le vois comme ça en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est un bateau qui, en tant que chef d'entreprise, tu donnes une direction à ta boîte, tu dis, j'aimerais à 3 ans, 5 ans, 10 ans atteindre cet objectif, et tu mets tout en œuvre pour y aller. Et en fait, c'était pas ça. C'est-à-dire, il y avait celui qui pensait à sa carrière, celui qui pensait à sa vie perso et qui bossait pas plus que ça quand il était présent sur place, des gens qui arrivent en retard, des gens qui se mettent en arrêt maladie pour tout et n'importe quoi. Et moi, je suis là. Putain, encore une fois, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que c'est la boîte ? Est-ce que c'est cette boîte ? Et puis quand tu discutes, non, en fait, c'est récurrent un petit peu partout, quoi, dans le civil. Et après, j'ai eu cette chance de devenir directeur du service, donc on a mis en place des méthodes, etc., qui ont été plutôt bien accueillies. Et ça a permis de faire de grandes choses. Enfin, grandes choses. Alors, encore une fois, en toute humilité. C'est d'avancer, de recentrer pour avancer dans une direction. Et après, les grandes choses, tu les as fait pour toi. C'est-à-dire que tu as monté ta boîte. Et aujourd'hui, tu fais la même chose dans tout ce qui est aménagement d'espace. C'est ça. Mais pour ton compte. C'est ça. En gros, pendant ma formation, j'ai une reconversion où j'ai fait une formation on va dire simplement assistant d'architecte. Donc en fait, c'est taper du plan pour accompagner un architecte et être la petite main de l'architecte qui lui a l'idée et venir modéliser, retracer sur une feuille en 3D sur un ordi, et une formation d'économiste de la construction. Enfin, j'ai eu la chance de passer ces deux diplômes, et tout ça pour dire que j'avais cette ambition, mes deux parents sont entrepreneurs, un jour de monter une boîte, tu vois, de monter ma propre structure, quelle qu'elle soit, mais monter une structure. Donc j'en ai parlé avec mes anciens patrons, mes anciens responsables. Je leur ai dit, j'ai cette ambition. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que je prends des parts dans la boîte ? Est-ce que je rachète une partie de la holding ou est-ce que je monte ma structure ? Au fil des discussions, le rachat d'une part de la boîte, ça s'est pas fait parce que c'était pas le bon moment. Encore une fois, il faut être là au bon endroit au bon moment. Ça s'est pas fait. Ça s'est fait plus tard parce qu'ils l'ont fait par la suite avec d'autres. Mais on est resté en très bon terme. On travaille toujours ensemble. On est vraiment main dans la main sur certains dossiers. Et j'ai pris goût, si tu veux, au design d'espace, parce que ma formation est plutôt générale. Oui, bien sûr. J'accompagne en gros des archis, tu te fais recruter comme dessinateur projeteur ou modeler. Et cette boîte, elle avait une spécificité, elle a toujours cette spécificité d'aménager des espaces professionnels. Et là, j'ai découvert un univers que je maîtrisais pas, où je dirais que tu peux t'exprimer autrement. Moi, j'ai toujours, on voit, je suis tatoué, j'aime bien dessiner, l'art en général, ma mère est artiste, mon père dessine très bien aussi. J'ai toujours baigné un petit peu là-dedans, dans le dessin, faire de la poterie, de la peinture, la création, fabriquer des choses, j'adore. C'est très important pour moi. D'une part parce que ça laisse une trace. Je suis pas Van Gogh ni Picasso, mais tu vois, j'ai dessiné des espaces de travail qui seront là certainement. Alors ils auront
ils auront évolué d'ici là, Oui, mais qui seront là. Qui seront là. Et ça, personne ne le sait, mais qui seront là. Tu vois, qui seront là. Et c'est ta signature. C'est un tableau. un petit peu comme ça. Et donc j'ai pris goût à ça parce que tu peux t'exprimer différemment que dans un espace résidentiel, une maison, un appartement. Ouais. Et là, du coup, c'est vraiment des endroits où tu peux vraiment faire des trucs. Tu vas faire un mur imprimé en béton avec un logo en corten, des machins. Enfin, aller vraiment très loin. Ouais, dans tu vois, tu peux pousser les limites. Et avec des budgets. On est encore sur c'est encore pousser les limites et aller chercher une nouveauté et toujours se remettre en question. Et ça se rapprochait de l'armée un petit peu. Ouais, carrément. Et avec des budgets, encore une fois, qui sont plus gros, parce que l'entreprise, elle a des budgets qui sont définis, et tu as cette liberté de te dire, bon ben voilà, j'ai tant de budget travaux, il y a tant qui est alloué à l'étude, mais du coup on va essayer de faire un truc sympa, parce que du coup tu as la marque employeur, tu as l'image de l'entreprise, et on essaye de faire des jolies choses, mais pas que fonctionnelles, qui permettent d'améliorer les relations en entreprise, d'améliorer la productivité, parce que l'aménagement d'espace, c'est pas que faire une jolie moquette, une jolie peinture, c'est étudier les relations humaines entre services, pourquoi on va déplacer tel service avec tel service, il y a aussi ça. Et ça c'est là où je me suis épanoui, donc du coup j'ai monté cette boîte qui s'appelle RC Design. RC Design, mais pas RC, mais HERCE Design, qui reprend mes initiales, mais effectivement, c'est un petit peu un clin d'œil à Rémi Georges. Et donc, du coup, d'abord, j'ai monté cette boîte, et puis après, j'ai monté une deuxième boîte avec mon épouse qui s'appelle RC Invest, qui accompagne du coup la partie investisseurs et résidentiels sur l'aménagement de leurs espaces résidentiels. D'ailleurs, si les gens veulent voir un peu ton travail, ils le voient là, actuellement, parce que le studio Speak Up, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'a mis en œuvre avec mes idées, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc ça permet un peu de voir ce que tu es capable de faire. On voulait quelque chose de très épuré. On est très, très content de ce studio. On t'en remercie. Dernière question qui sera simple. Aujourd'hui, est-ce que l'armée te manque? L'armée manque, ouais. L'armée, je dis l'armée, c'est ma meilleure période professionnelle, on va dire, pour le moment. Même si j'entreprends et je m'éclate dans ce que je fais, l'armée, c'est un monde à part. Et c'est quelque chose qui manque forcément parce que t'as plus cette adrénaline, t'as plus cette camaraderie qu'il peut avoir. Moi, c'est ça, si je devais mettre un point sur ce qui me manque le plus, c'est la camaraderie. Vraiment la partie fraternité que tu peux avoir, ou sororité, parce qu'il y a de plus en plus de femmes à l'armée, où tu as vraiment un lien. Tu as vraiment un lien qui restera à vie. Moi, j'ai des collègues que je pense, j'espère, qui vont rester dans ma vie jusqu'à la fin, si tu veux. Voilà. Alors que j'ai perdu de vue des gens qui étaient proches quand j'étais civil, enfant et adolescent et jeune adulte, mais on s'est perdu de vue, alors qu'à l'armée, il y a quelque chose qui fait que, même si on s'appelle pas, il y a des gens qui, tu vois, on s'appelle pas des fois de plusieurs mois, même plusieurs années, et dès qu'on se rappelle, donc c'est fraternel. Il y a toujours ce lien, il y a toujours ce truc, il y a toujours quelque chose. Je dirais que c'est ça. J'ai une dernière question qui me vient, parce que c'est vrai que c'était l'actualité il y a quelques temps. Le bizutage à l'armée. Ouais. On a vu des jeunes là qui je ne me souviens plus exactement l'histoire, mais il y a eu une histoire sur ça il y a très peu de temps. Ouais. Ça existe encore, c'est violent, c'est trop violent, ça s'est arrêté. Comment tu l'as? Est-ce que tu as eu des bizutages, toi? Est-ce que tu l'as vécu? Ouais, alors je dirais que moi j'ai été une des dernières générations, début 2000, là, tu vois, où c'était encore solide. C'était encore... des bizutages durs. Alors je dirais pas, pour moi c'est pas un bizutage, je préfère dire une claque de bon fonctionnement. Tu vois, la claque de bon fonctionnement, la claque TAP, les trucs comme ça, effectivement c'est des grandes claquasses que tu prends dans la gueule, mais encore une fois, compare une claque qui peut te mettre KO à une balle. Pour moi ça prépare. Tu vois, le coxage ça se fait, je pense que ça se fait de moins en moins. Le coxage, c'est t'es en formation, t'es pas au courant de ce qui va se passer, tu sais pas, tu n'as pas conscience du coxage. Moi je me souviens de ça, ou pareil, encore une fois, dans cette formation, pour tirer de précision, ou même avant, sur des formations comme la FGE, c'est des formations intermédiaires, on va dire, à l'armée, où tu as une marche qui est prévue, c'est souvent des marches à l'armée, tu marches beaucoup, t'as bien marché. C'est ce qu'on peut dire. Et donc tu marches. Et des marches chargées, hein. C'est pas des marches, c'est pas la promenade, c'est des marches chargées avec du matériel. C'est avec l'armement, etc. Et puis souvent, t'as des marches où t'as pas tout l'itinéraire de la marche. T'as un début de marche, t'as les 20 premiers kilomètres, tu sais que tu dois arriver à un endroit, et tu vas rencontrer un partisan, on va appeler ça un partisan, qui lui va te donner une information. Donc tu vois, c'est assez discret, tu dois arriver tout doucement, il te donne l'information. Et je me souviens très bien de ça, et encore une fois, c'est un moment très dur, très très dur, que j'ai pu... Enfin, très dur. Ça reste de la formation, donc moi j'ai toujours réussi à me dire, je vais pas mourir.
Ça reste de la formation. Oui, Il y en a qui sont morts. Hein. Il y en a à Djibouti, en plein Caïd, il y a 2 légionnaires qui sont morts alors que c'était du stage. Mais après, c'est la Légion. La Légion, c'est quand même. On était dans le même stage où quand tu passes des formations montagne ou des gens qui résistent pas au froid et qui peuvent décéder. Ce serait mon cas. Ils poussent dans les limites. Mais tout ça pour revenir sur le coxage où le partisan arrive et il te donne un papier, il te dit voilà la prochaine étape c'est à tel endroit sur la carte, il faudra passer par là. Enfin, je vous conseille de passer par là. Ouais. Je vous conseille de passer par là. Fallait pas l'écouter. Le conseil était pas bon. Donc t'arrives dans un goulet d'étranglement, un truc rempli de fougères, un truc voilà. Donc tu marches par 3, on était 3-4. Tu marches, et puis d'un coup, t'as 10 bonhommes qui te tombent dessus, donc qui te fracassent. Un petit peu, bien sûr, ils sont, ils sont juste là pour. Ils te mettent au sol, ils te mettent quelques coups bien placés, etc. Toi, tu peux pas faire grand chose parce qu'ils te tombent dessus, t'as une arme à 5-6 kilos, un sac à 20 kilos, t'es rapidement déséquilibré, tu te tombes par terre. Le mec, il t'attache les mains, il t'attache les pieds, il te baisse le pantalon, et il te met dans un camion. Voilà. Et il te laisse là. 12 heures, 16 heures. 20 heures. Les mecs qui craquent, qui pleurent, etc. Moi, par chance, alors je me suis fait casser la gueule aussi pour ça. J'avais toujours un couteau sur moi à l'armée, mais un couteau pas pour me défendre, mais un couteau, tu sais, ça peut servir. Un couteau, tu peux ouvrir un truc, machin. Tu peux tailler un bois, un tout petit couteau. Et dans mon pantalon qui était bien en bas, parce que c'était dans un camion, c'était un camion de l'armée, on était entassés en fait, on attendait en fait. Et j'avais ce couteau, tiens, je sors le couteau, je commence à me couper et je dis au gars, on se coupe et en fait peut-être qu'il nous demande ça en fait, tu sais, de se libérer, j'en sais rien, tu sais. Ouais. C'est parce que t'es qu'avec toi-même, hein. C'est toi et tes collègues et en fait tu te retrouves au début nous on s'est fait capturer, on est passé dans les premiers, on était peut-être 8 dans le truc, puis à la fin on était 25, tu vois. Et je dis les gars, j'ai un couteau, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Donc le mec, je coupe ses liens, il se détache. Il remet son pantalon, on détache les autres, on sort, on se fait rattraper forcément. Et je pense que c'est ce qu'ils attendaient, forcément, c'est pour voir un petit peu la réaction. Du test, en fait, ils attendaient, parce que t'attends, les heures passent. Donc ils te donnent de l'eau, comme un prisonnier en fait, comme t'as les conventions de Genève, hein, donc tu peux faire ce que tu veux avec les prisonniers, faut quand même tu peux les entreposer, mais il faut quand même leur donner. Il y a des le mec qui a envie de pisser, il peut les pisser, machin, les droits de l'homme, quoi. Mais toujours attaché et tout, et on se libère, on part, on se fait rattraper, et puis cagoule sur la tête, tu marches jambes. Tu passes les mains entre les jambes de l'autre, toi tu passes ta main comme ça et tu marches pendant 5 bornes. Ils te mettent les genoux sur une barre en bois et tu laisses là, tu vois. Et tu craques. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est à la fois du test et du bisutage, quoi. Et jusqu'à craquer. Moi j'ai des collègues qui ont craqué, je me souviens des mecs qui lâchent tout. Je suis tel régiment, j'habite là, j'ai tel âge. Parce que en fait ils te craquent. Mais on leur en veut après ou pas? Non, mais ça fait partie du. Voilà, ça fait partie. Si tu veux, il a atteint ses limites et c'est respectable. Et c'est respectable. Okay. Et moi, sur place, alors par chance, je dirais que j'ai tenu. Tu vois, si tu veux, cette force mentale peut-être de dire c'est un jeu, c'est un exercice. Je le prends comme un jeu. Donc ça va aller. T'es conditionné différemment. Je me suis conditionné. Je me suis dit bon allez, on va le prendre comme ça. Et ça s'est bien passé. C'était dur, mais ça s'est bien passé. Mais t'en as qui à la fin ont dit c'est pas normal ce que vous avez fait. C'est pas bien. Et ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le penser. Si tu veux, ils ont le droit de dire c'est pas bien. C'est pas bien de se faire frapper. C'est pas bien de rester des heures sur un bout de bois. C'est pas bien de se prendre des tartes. C'est quoi ton nom? T'habites où? Oui, mais l'armée, c'est pas le civil. En fait, si tu veux, ça te prépare. Et je leur dis merci. Ça te prépare à l'éventualité où demain, ça va être la vraie vie. Ça va être, tu vas vraiment être attaché. Tu vas vraiment être pris à partie. Tu vas vraiment te faire tirer dessus, etc. Je dirais que c'est. Oui, en fait, ils te mettent dans le dur pour préparer au dur. C'est ça. À l'armée, on dit entraînement difficile, guerre facile. Ouais. Donc, on va te pousser à l'entraînement. C'est des grandes phrases. Hein. Non, mais c'est la même chose dans la boxe. Dans certaines boxes, on dit c'est l'entraînement qui paye ton combat. En fait. Oui. C'est-à-dire c'est l'entraînement que tu vas faire qui fera que tu vas gagner ou pas un combat. Voilà. Quand c'est un sparring, enfin un truc comme ça, tu vas pousser à bout le type et le combat, il est censé être plus facile parce que tu t'es entraîné dur. Et ça fait partie du package. Se prendre une tarte de bon fonctionnement parce que t'as dépassé la limite, c'est un rappel. Demain, ça sera une balle. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Merci Romain. Merci à toi, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, merci d'avoir partagé aussi ton expérience. Le but, on le rappelle, de cette émission, c'est de vous montrer des parcours, de vous donner un petit peu aussi la force de vivre, la force de volonté, vous montrer que des choses sont possibles, vous donner aussi des choix de carrière pour certains, si ça peut intéresser. N'hésitez pas.
Vous pouvez bien sûr, si vous avez des gens fabuleux à nous conseiller, envoyer directement un mail à SpeakUp. L'adresse s'affiche sur l'écran. Et je remercie encore HB Façadier qui a tout simplement offert cette émission au grand public en prenant en charge tous les coûts de production. HB Façadier, je vous rappelle, font de la façade, font des pierres de pose parement, ils font également tout ce qui est isolation de murs extérieurs. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez aller leur poser leurs questions, voir un petit peu ce qu'ils font. Je vous rappelle qu'ils sont très réputés dans la région et on remercie HB Façadier d'avoir fait confiance à SpeakUp pour cette première édition. Merci Romain, merci à toi. Et on nous pas que si on veut te voir aujourd'hui pour des espacements, pour aménager de l'espace, c'est ça. C'est possible. Oui, merci. Avec plaisir.